À toutes et à tous, merci d'être là ce soir. On est très très content d'être avec vous. Alors, ce soir, on est très content parce qu'on va faire quelque chose. On a organisé comme ça, vite fait, bien fait. Et donc, on est vraiment content que vous soyez là. L'idée était la suivante. Il y a une chanson de Goldman que j'aime beaucoup. C'est pas vrai! Normalement, comment vous êtes censé le faire à voir? Ils ne connaissent pas. Ah non, ils ne connaissent pas. C'est pas une chanson. Vous avez écouté Goldman, la répétition du grand concert de Goldman, vous la connaissez pas? Ouais, exactement. Génération Goldman, c'est bon, ok. T'as raison, on est vieux. Voilà, là je crois que t'as compris. Bon, en plus de cette cause, on est rempli donc de préjugés, de visions qui ne sont pas toujours très claires sur le judaïsme et sur pas mal de choses. Et ce soir, on s'est dit que ça serait peut-être intéressant de bien à la fois voir comment, via l'image, eh bien, il y a certains stéréotypes qui se diffusent un petit peu dans la population, un peu partout, même chez nous d'ailleurs. On a des histoires complètement folles. Les gens disent, oui, mais je vous assure, bon, je raconte celle. Où il est parti. Enfin, bon, moi, je vous en raconter une. De quoi? De Black Juif? Non, la juive, c'est mon pari, parce que ce qu'elle raconte, c'est mort. Donc, au moins, ça les fait rire, ça m'assure. Donc, non, je vais raconter une autre antique. C'est qu'il y a un fantasme qui circule, surtout que ce soir, c'est la sortie d'un film Borderline, n'est-ce pas? Et donc, il y a des blagues parfois un peu surprenantes et des fantasmes qui se baladent. Et ça, c'est authentique sur le fait que, par exemple, dans l'univers du couple juif, un homme et une femme ne peuvent pas avoir de relation s'il n'y a pas un acte qui les sépare. C'est sûrement déjà entendu une fois cette chose-là, ce qui est complètement faux. Et un jour, j'ai eu quelqu'un, non mais attends, tu ne le connais pas, un jour j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais c'est pas vrai. Pas vrai. Il dit pourquoi? Il dit, moi j'ai été chez Ultra Orthodoxe, vous savez, chez Amé Charim, d'accord? Et j'ai vu, d'ailleurs c'est un peu indécent, parce que justement ce fameux drap troué, ils le font pendre à la fenêtre avec le linge. Il dit, je suis passé, j'ai vu comme ça le grand drap, avec l'ouverture au milieu, je me suis dit quand même, ça se fait pas. Alors moi je commence à réfléchir, je me dis, il y a un problème. Et puis à un moment je lui ai dit, dis-moi, aux extrémités du drap, il n'y avait pas des fils qui pendaient? Il m'a dit oui. T'as dit katane. Alors, pour vous dire comment ça s'alimente, et il y en a encore plein des comme ça. Alors ce soir, on est très embêtés en vérité parce que on va parler sous le contrôle de quelqu'un qui est dans la salle, que je ne dirai pas où il est assis, qui est un acteur qui a joué entre autres dans La Vérité si je mens numéro 3, dans Coco et dans d'autres films. Et aussi tout à l'heure, je ne te regarde pas, donc comme ça, tu te sentiras pas gêné, je regarde à droite. Vous regardez, c'est moi, je suis là. Voilà, c'est ça. Ça fait partie des rêves de Raphaël. Raphaël, enfin. Eh bien, donc c'est intéressant, en tout cas, Daniel Cohen, ce soir, si tu as envie de réagir, si tu n'es pas d'accord avec ce qu'on dit, surtout tu ne te jettes pas et tu montes sur scène. Voilà. Maintenant, on a donc sur ces extraits, on va essayer, alors ça va se passer de la manière suivante. Une fois que j'aurai fini de vous prendre la tête avec mon introduction, on passera à des extraits de films, je suis sûr que vous allez tous les reconnaître, et tout de suite après on réagira très très vite, l'équipe, pour dire pourquoi c'est pas vrai, et qu'est-ce que véritablement la Torah en pense. Mais ce soir, il y a un supplément. Comment ils appellent ça là? C'est le bonus. Il y a un bonus. On a Elie Evidia avec nous, vous allez dire, mais c'est normal, il fait partie de l'équipe. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'Elie Evidia a fait pendant quelques années des études de cinéma, et il est entre autres spécialiste du décryptage de l'image. Et donc on va bien s'amuser ensemble, parce qu'il va mettre son autre casquette. Oh là là. Il va mettre son autre casquette, et il va donc, dans un second temps, nous décrypter aussi comment est-ce qu'on construit une image et qu'est-ce qui s'est passé véritablement à l'intérieur du film. Alors, sans plus tarder, on va passer. Alors il faut que je crois que normalement, dans du cinéma, il faut que les lumières s'éteignent, c'est ça? Non, ça voilà. va. Ensuite. Donc, on va passer au premier extrait, et donc, tout de suite après, décryptage. Allons-y, c'est parti. Ils sont 18 ans.
une saucisse. C'est la dernière fois, on s'en connaît, 40 centimes. Il se fait 17 francs 60 de bénéfices par sandwich, tout ça au black. Je ne peux pas finir ton histoire, Serge. Les merguez de poster, on s'en fout. Et il faut voir la tête du sandwich, hein, tu prends deux bouchées, tu vous fais voir. Je termine. Bon, je vais voir à son kiosque, là, rue... Comment ça s'appelle? Rue Richet. Rue Richet. Et là, sur qui change, on verra en personne, monsieur, avec une banane comme ça. Hé, comment tu vas faire? Je suis content de t'avoir. Et comment ta mère? Je dis, comment tu vas faire pour me rembourser maintenant? Il me dit... Et là, il commence à prendre sa voix de miel de Tunisien de sa race. Et ça va vraiment faire. Écoute, Serge, tu m'as mis ta chienne. Tu m'as gagné. Et il commence à dire, je dois 120 000 francs. La frite à 8 francs, la saucisse à 12, un capocat c'est 30 francs. Tu peux venir déjeuner chez moi comme tu veux, pendant 10 ans. Et comme c'est mon cœur, elle me soigne avec l'eau. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je vais pas taper pour tous partager de mes fesses parce que ça c'est mon pognon. Comment ça se fait que Maurice sa femme sans comment faire une nouvelle pièce? Toi tu as toujours ta vieille BM pourrie. Ça va lui un peu en chier, peut-être? Très bien. Alors, lumière. Donc là, je crois qu'on vient de voir une petite idée de... Non, on remet la lumière dans la salle. On vient de voir un petit peu ici une petite idée sur le juif et l'argent. Alors, mon cher Abraham, c'est toi, tu ne nous fais pas un discours, t'en penses quoi, toi? Les juifs et l'argent, c'est pas un chiot, hein. C'est juste pour le mettre à son aise. Ça fait 3 fois qu'il le dit, Thomas. Il faut appuyer sur le bouton. Il fallait appuyer. Et sur la boquinette et la chevillette Gérard. Attends. Vraiment, t'es ingénieur officiellement. Merci. Ouais, merci de donner la parole avec très peu de temps. D'abord, je fais une correction à la question. Les Juifs et l'argent, c'était plutôt dans le clip les Tunisiens et l'argent. Si ceux qui ont bien entendu. Donc évidemment, moi ce que je pense, c'est que ce sont des très bons clichés et qui font très très mal. Il n'y a pas que ceux-là, il y en a pas mal au niveau depuis le Grand Pardon. Et fondamentalement, c'est un petit peu la façon dont on voit le juif aujourd'hui. Et je pense que c'est quelque chose qui me colle un petit peu à la peau depuis beaucoup de temps, mais il n'y a pas ça qui me colle à la peau, il y a beaucoup d'autres choses. L'argent n'est pas le seul cliché qui nous stigmatise en permanence. Et à vrai dire, je ne comprends pas du tout la source de ça. D'où ça vient. Il y a peut-être une source historique, c'est qu'on n'avait pas la possibilité à l'époque d'avoir un autre métier que celui d'être banquier, puisque c'était le seul métier qui était autorisé notamment en France pour des juifs qui n'étaient pas citoyens, donc petit à petit ce sont les seules valeurs refuges de laquelle on s'est tourné. Et donc s'est installée peut-être historiquement cette idée que le juif c'est Rothschild, c'est un banquier, mais fondamentalement on voit des juifs un peu partout, il n'y a absolument aucune destination privilégiée, je pense, par rapport aux juifs. On est, je pense, essentiellement victimes de ce cliché. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, vas-y. Alors moi, si tu permets, oui, tu as raison, c'est pas normal qu'on nous assimile à l'argent, quoi. D'accord. Moi, simplement d'abord pour parler de l'extrait qu'on vient de voir. Moi, personnellement, c'est un extrait qui me fait pas mal du tout. Moi, je le trouve chaleureux. Il y a une vraie convivialité. Il y a une vraie scène. Alors, d'abord, simplement pour l'école d'Auschwitz, déjà, c'est un truc, ça vaut le coup de le voir. À lui tout seul, l'extrait vaut le coup, déjà. Je veux dire, Garcia avec des codes comme ça, c'est génial. Les cheveux, vous savez, derrière le pire, c'est Anthony Delon qui arrive derrière avec les cheveux comme ça. Donc, c'est déjà le côté complètement décalé. J'adore. Et puis, en même temps, c'est filmé d'une manière très rapprochée. C'est-à-dire, il n'y a pas de plan d'ensemble. On voit des visages qui se parlent. Donc, moi, j'entends dans cet extrait autre chose. Moi, dans cet extrait, j'entends des juifs dans un resto qui rêvent, qui parlent, qui échangent, qui conversent. Ce qu'on ne verrait pas aujourd'hui, par exemple. Une scène comme ça serait interrompue par 10 minutes de portable. Il n'y avait pas encore de portable à l'époque. Donc là, les gens avaient le temps de se parler. Et puis, ils font des rêves. Des rêves que tout le monde fait. Qui n'a jamais dit à un moment, je vais vendre des sandwichs, ça va coûter combien? 40 centimes, et je prends une, qui va coûter 18 francs. Et je vais me faire donc 17 francs 60 sur le truc. Ça fait partie des échanges que n'importe qui, peut-être les juifs plus que d'autres, c'est pas grave, ont régulièrement. Donc en soi, c'est filmé vraiment comme une scène d'amitié où il y a des gens qui sont en train de rêver. Bon, alors c'est vrai que maintenant, il va aller manger pour 12 patates de sandwich.
Bon, moi je trouve ça plutôt drôle, et c'est ce que j'appellerais moi les clichés tendres. C'est un cliché tendre. Et petite remarque aussi, c'est qu'on ne pastiche et on ne caricature jamais aussi bien les juifs que lorsqu'on n'est pas juif. Par exemple, Garcia, tout le monde croit qu'il est juif, il n'est pas juif, il est espagnol, et il joue mieux que n'importe qui des juifs. Parce que quand on pastiche, c'est là qu'on est le meilleur. On va au bout du truc, et on a quelque chose. Donc là, il est, comme toujours dans les films de vérité chez Jean, c'est vraiment lui qui est le meilleur, quoi. J'aurais bien pas le droit. La fin mythique de la vérité si je mens 2, c'est une fin mythique. En Tunisie, vous savez, quand ils les font croire qu'il va négocier. Donc voilà, je trouve que c'est bien. Alors c'est sûr qu'il y a les clichés de la merguez, il y a les clichés de la radinerie, parce qu'il fait des sandwichs petits comme ça, qu'au bout de trucs, tu te manges les doigts. Mais en même temps, ça reste quand même une scène d'échange, d'amitié, dont je pense les gens sont jaloux. C'est-à-dire, les juifs, les non-juifs verraient cette scène en se disant, punaise, et c'est d'ailleurs un des autres clichés qui tombe pas mal, c'est que les juifs sont super copains entre eux, s'ils savaient, ils s'entendent très très bien entre eux, s'ils savaient, et ils ont des rêves entre eux, et ça, donc, ça vient compenser des trucs. Donc, j'appelle ça des clichés tendres. Je peux te poser une question, moi, à ton décryptage, parce qu'il y a une scène qui me paraît quand même, je n'ai pas vraiment compris qu'est-ce qu'elle a à voir, pourquoi elle arrive là. Après, il y a l'autre gars qui arrive, qui n'est pas dans l'histoire, qui vient juste lui mettre un petit coup, toi t'as ta DM, juste un coup social, genre une pression où tu te places dans la société. Si tu peux m'expliquer qu'est-ce qu'elle vient faire là. En fait, ça rentre très très bien dans le scénario. Ça rentre très très bien dans le scénario parce que tout le thème de Garcia dans le film, je ne sais plus comment il s'appelle, Benamou ou... Serge, c'est ça? C'est déjà des noms de ouf. Serge Benamou, c'est la classe. Toute la problématique de Garcia du début de la vérité si je mens 1 jusqu'au 3, c'est comment il va monter l'échelle sociale. Tout son problème, c'est ça. Et donc là, il est en train de se faire bananer, et on vient lui enfoncer le couteau dans la plaie en disant « Mais toi, t'es le seul qui n'arrive pas à monter, il va falloir que tu te bouges. » Et c'est comme ça qu'il fait, d'ailleurs, c'est là qu'il fait les meilleures bourdes dans tous les films, c'est parce qu'il a envie d'aller plus loin que tous les autres, parce qu'il rêve sa vie. Et la phrase mythologique de Garcia, qui incarne tout son truc, c'est quand il dit « Qu'est-ce qu'il n'y a pas comme mytho ?» Alors que lui, c'est le premier mytho du monde. Alors, moi je suis pas d'accord. Ouais, vas-y. Parce que moi je crois qu'en effet, les juifs aiment l'argent. En plus. Non, moi je suis désolé, c'est-à-dire, on est là en train de dire, mais non, c'est pas vrai. Il n'y a rien de mal. On le voit. D'abord, est-ce que c'est mal? C'est un deuxième problème. Moi j'ai envie de réfléchir pourquoi. Parce que concrètement, c'est vrai que ça a créé énormément de choses. Alors, il y a une double dimension, je pense, en tout cas, à mon sens, que je perçois là-dedans. Première dimension, c'est vrai que le juif a un problème en tant que tel, et il y a une forme de focale qui se met sur lui en permanence. Ça, c'est l'histoire. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt avec cette focale sur le peuple juif dans toute l'histoire, c'est une réalité. Ce qu'Abraham dit tout à l'heure, c'est sûr, on sait très bien que les juifs étaient usuriers. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas posséder de terre, ils ne pouvaient pas avoir de commerce comme tout le monde, donc ils étaient usuriers, ils étaient les premiers banquiers, et au fond, les usuriers, au bout d'un moment, ils étaient détestés. Pourquoi? Parce qu'ils prêtaient de l'argent, et puis ils avaient besoin qu'on leur rende de l'argent, il y avait un système d'intérêt, et au bout d'un moment, eh bien, le juif, c'était celui qui venait réclamer sa créance, et c'est sûr et certain qu'au fur et à mesure de l'histoire, c'est quelque chose qui se promène, ça c'est évident. Maintenant, au fond, qu'est-ce que représente l'argent et pourquoi? J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui représente quelque chose. Il y a deux choses qui sont sans limite dans la vie. On peut accéder, et sans arrêt, c'est la spiritualité et l'argent. La spiritualité, parce qu'avec l'esprit, on peut aller sans limite, et l'argent, vous me donnez ce soir 50 millions d'euros, quand la bêtise, au bout d'un moment, c'est une fin. D'accord? La bêtise est infinie. Einstein a dit que la bêtise est infinie, et la bêtise, donc, très bien, je viens d'apprendre quelque chose ce soir. En tout cas, la spiritualité, c'est-à-dire on peut accéder encore et encore et encore et encore à un savoir, une connaissance, une profondeur, et l'argent. Oref Kesef, Lisba Kesef. C'est ce que le texte nous dit, d'accord? Le roi Salomon dit Oref Kesef, celui qui aime l'argent, l'Isba Kesef ne sera jamais rassasié. Que vous me donnez à manger justement les fameuses merguez, bon, en cachénaz, ça va être un peu complexe, mais vous me les donnez à manger, eh bien, au bout d'un moment, je suis saturé, je ne peux plus. Il va falloir que je prenne un peu de temps de digestion, jusqu'au moment où je vais pouvoir en réingurgiter encore. Par contre, on peut sans arrêt être à la recherche de l'argent. Et je crois qu'en effet, cette recherche de l'argent, c'est peut-être aussi quelque chose qui compense le fait qu'à un moment, on ne recherche pas ce qui est aussi infini, c'est-à-dire la spiritualité.
On a besoin de se remplir de quelque chose, une forme de vide. Et donc, on le remplit, on le remplit, on le remplit, on le remplit. Mais il n'y a pas de limite, parce qu'en vérité, on aimerait peut-être être dans un univers dans lequel, eh bien, le rapport à la limite aussi ne s'arrête jamais, c'est-à-dire l'univers de la spiritualité. Le Talmud nous dit d'ailleurs, c'est intéressant, le Talmud nous dit qu'un des grands problèmes que le peuple juif aussi dans le rapport à l'argent, c'est à un moment l'univers du paraître. Et il dit qu'en effet, on doit faire attention que les femmes juives ne sortent pas avec tous leurs bijoux. Pourquoi? Parce qu'elles, on les verra. Elles, on les verra. C'est-à-dire que d'autres peuvent être là, mais elles, on va les voir. Pourquoi on va les voir plus? Parce que justement, il y a déjà cette focale qui est posée. C'est que vous pouvez être dans un univers dans lequel vous arrivez dans un grand hôtel, il y a plein de gens, il y a aussi des juifs, et bien là, les gens vont remarquer, tiens, il y a des juifs ici, ils vont s'en rappeler. Alors, on va peut-être plus faire de la parano, c'est quelque chose qui est lié à l'histoire, mais en même temps, j'ai l'impression en tout cas, de ce que nos maîtres nous disent et de ce que l'on voit, c'est que cette appétence pour l'argent, c'est comme au fond l'expression d'un besoin de quelque chose que l'on n'a pas trouvé ailleurs, peut-être parce qu'on n'a pas cherché. Et c'est vrai que lorsqu'un individu se remplit de spiritualité, alors peut-être que le rapport qu'il a à l'argent n'est plus le même, il ne voit pas l'argent comme étant une finalité, mais comme étant un moyen, un vecteur de réalisation. Au passage, les juifs aiment l'argent, mais ils donnent beaucoup d'argent. Et ça aussi, c'est insupportable. Des gens, un jour, me disaient, il y a un gars là, je dis ouais, il me dit c'est combien d'entrées? Je dis 600 €. Quoi? Il y a combien de personnes qui viennent? 50? Je dis non, 500. Ah. Et ça, il faut aussi le souligner. Cette capacité à un moment de savoir donner. De savoir donner, la halakha, la loi juive nous dit qu'il faut donner. 10%, voire même 20% quand on est riche. Pourquoi? Parce que tout simplement, si tu as, tu partages. Et je crois que c'est aussi quelque chose qu'il faut dire. Même si on a, on partage, on donne. Il y a tout le monde d'ailleurs. Vous pouvez constater que beaucoup de musées dans le monde et beaucoup de choses qui existent pour l'humanité dans laquelle nous sommes ont été financées par des philanthropes juifs et par énormément de personnes. Donc c'est aussi le pendant qu'on n'est pas suffisamment en exergue, et je crois quand même que c'est extrêmement important. Et je conclue juste là-dessus, vous savez que quand un enfant fait savoir mitzvah, ça va être mitzvah, il reçoit l'argent. La première chose qu'il faut lui apprendre, c'est donner une partie de cet argent qu'il a reçu pour ceux qui n'en ont pas. Tu as reçu 1000 € à ta bar mitzvah, il y a 100 € qui vont automatiquement à des œuvres de charité que tu choisiras. Et en habituant l'enfant le plus tôt possible, même si par la suite il a de l'argent, il comprend que celui-ci c'est une fonction, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas un lieu d'existence. L'argent se vit comme en juif. Comment ça se vient? Suivi, vous réagissez? Non, mais. Non, je pense qu'on a peut-être sur la question d'argent. C'est vrai que. D'argent, je suis intarissable. C'est ça. Mais l'argent est le cliché. Le cliché de l'argent, c'est le juif. Et ce que tu as dit, ça nourrit la question du cliché. Abraham a dit aussi la question de l'usure. Mais il y a d'autres raisons plus fondamentales qui sont même dans la spiritualité. Parce qu'il faut savoir que dans la religion protestante, qui a inventé le capitalisme, l'argent, c'est une trace de l'élection et de la grâce. C'est-à-dire c'est par l'argent que je vois que Dieu m'a choisi. Mais la grande différence... On n'aurait pas dû choisir. On va voir, c'est comme ça que ça marche. L'argent est une trace de la grâce. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous les grands régimes capitalistes sont des régimes d'essence protestante. C'est en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre, qui est véritablement né le capitalisme qu'on connaît. La différence c'est que cet argent, je ne dois pas en profiter. Je dois l'avoir, mais je thésaurise. Pourquoi? C'est juste pour montrer que Dieu m'a choisi. Mais en profiter véritablement, ça ne fonctionne pas. Alors que nous, on n'a pas ce problème avec profiter de la chose. Et ça va plus loin. C'est-à-dire qu'en dans le judaïsme, il n'y a pas de dichotomie fondamentale entre le spirituel et le matériel. Et c'est ça qui a dérangé la chrétienté tout le temps, c'est qu'on arrive à réaliser la volonté d'Hachem dans le monde en utilisant la matérialité. C'est quelque chose d'incroyable. Et j'ai envie juste de rajouter, de rebondir là-dessus, c'est vrai que dans l'obligation du don, il y a marqué, alors je ne vais pas vous citer tous les versets, il y a marqué nous, fournir, tu lui fourniras. Il faut donner à l'autre ce qui lui manque. Il y a marqué qu'on doit donner à l'autre ce qui manque. Viens-t-elle sauver la chiro, dit le Talmud, et quand quelqu'un a un manque, tu n'es pas obligé de le rendre riche. Alors la question évidente, c'est pour rendre quelqu'un riche, il faut déjà soi-même être très riche. Pourquoi tu n'es pas obligé de l'enrichir? Imagine, voilà, tu as 100 millions de $. Tu as quelqu'un qui dit j'ai besoin de 1000 €. Tu te sens mal de lui donner juste 1000. Tu dis allez, viens, prends 100 000 $. Donc quelque part, je te fais riche. D'accord, elle dit non, tu n'es pas obligé. Si tu veux, tu peux. Sous-entendu, ne te sens pas coupable d'être riche. Parce que si tu es riche, c'est que tu as une fonction à remplir.
Et quelque part, avoir de l'argent, c'est une responsabilité. Celui qui se sent coupable, c'est qu'il pense qu'en vérité, ben, ce qu'il a, c'est pas normal. Si tu l'as, quelque part, eh bien, ça doit être le support de quelque chose. Donc ne te sens pas mal d'être le dépositaire d'une chose que tu vas pouvoir maintenant créer dans l'univers et apporter aux autres. Voilà un petit peu. Maria-Cha, peut-être que vous avez non, pas non. Elle trouve que c'est très bien, donc Maria-Cha, David. Raphaël, tout va bien sur l'argent? Sur l'argent, ouais, je suis pas très. Pas beaucoup d'expérience. Mais sur la bêtise, par contre. Depuis que vous travaillez avec nous, Sur la bêtise, par contre, parce qu'ils ont rajouté, ils ont dit c'est Einstein qui a dit que la bêtise est sans limite, mais en fait, c'est un enseignement du rabbi de Kotz qui disait j'ai beaucoup plus peur d'un imbécile que d'un mécréant. Parce qu'un mécréant, il a une limite à ce qu'il est méchant jusqu'à une certaine limite, mais la bêtise n'a pas de limite. Donc ça me fait beaucoup plus peur. Voilà, c'est un enseignement du rabbi de Kotz. Sinon, quelqu'un a quelque chose à rajouter dans la salle? Une question? Oui? Vas-y. Mais tu nous fais le rachat, hein? Tu me fais une question. Parce que je te connais. Il fait introduction, développement, conclusion, vas-y. On se connaît pour ça. Ouais? Quelle est ta question? Ah, d'accord. Ah, d'accord. Insupportable pour tout le monde. Ouais, et c'est un gars qui touche à l'argent complètement. Non, c'est sûr, je partage. Et c'est dit. Il est louche. Élie Lelouch, je sais pas qui c'est. Bati, c'est lui. C'est toi, bonjour Élie Lelouch, comment vas-tu? Très heureux de te revoir ici. Est-ce qu'il paraît que tu as des choses à dire, m'a dit Elia? Non, c'est sur l'extrait qu'on voit. Vas-y. Moi, je pense toujours que dans un cliché qui est un petit peu vrai, qui ne connaît pas quelqu'un comme ça, moi, personnellement, j'en connais pas. Mais bien sûr. Voilà. C'est évident. Sur le cliché du juif avec l'argent, comme vous l'avez dit, c'est sur historique, parce qu'au XIVe siècle, justement, le roi Canon interdisait qu'avec intérêt, donc les juifs ont senti le pignon. Et pour vous dire, moi, en fait, moi, j'aimerais pas savoir votre ressenti sur le cliché. Est-ce que vous voulez que ça disparaisse? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que vous voulez que ça soit supprimé? Qu'est-ce que vous pensez? Alors, qu'est-ce qu'on pense du cliché? Est-ce qu'on a envie que ça disparaisse? Alors, si ça disparaissait, il y aurait un problème pour les scénarios de films. C'est vrai. Et comme ils sont généralement produits par la Metro Goldwyn Mayer, qui était d'accord. Maintenant, bien sûr qu'on voudrait que le cliché disparaisse. Mais de toute façon, je pense qu'on ne pourra rien faire. Ce qui est important, je pense, c'est en effet nous d'être dans l'univers de la limite. C'est-à-dire savoir à un moment dire stop dans le rapport à l'argent. Et ça, c'est vrai que c'est tout le problème du paraître, de celui qui existe à travers ce qu'il a. Et je pense que celui qui a besoin d'exister à travers ce qu'il a, et qui a beaucoup quelque part, il y a peut-être une grande pauvreté. C'est une forme de pauvreté au fond, d'avoir besoin d'exhiber ce que l'on possède pour se sentir exister. Maintenant, c'est vrai qu'un peu de culture, et la notion de on va kiffer, c'est quelque chose qui appartient à des cultures un peu plus séparées qu'Ashkénaze, d'accord? On est un peu plus raciatique sur ce genre de point. Mais alors, c'est comme tout, hein, c'est un problème de mesure. C'est un problème de mesure. Savoir en effet, à un moment, quand on dit stop. Et je crois que le cliché, on ne peut pas le faire disparaître. Ça ne sert à rien. Tu peux expliquer aux gens mille et une fois, c'est faux, ils trouveront toujours le contre-exemple. Ils diront, mais tu vois bien que. Et ils n'auront pas tort. Et ils n'auront pas tort. Le contre-exemple existera toujours. La grande difficulté, c'est la généralisation. Si, donc, combien de fois on dit, attendez, malheureusement, c'est quel était le drame que ça a généré dans la communauté française? L'affaire Ilan Halimi. C'était le cliché, les juifs font de l'argent, donc ils vont payer. C'était ça aussi. Et qu'on voit que le cliché peut avoir des répercussions absolument dramatiques. Ça a été aussi, pendant la Shoah aussi, beaucoup ça, on va les pressurer et puis ils donneront tout leur argent. Ça aussi, malheureusement, parfois, des répercussions très lourdes. Avec, et je reviens, on passe à l'autre extrait, cette notion de solidarité. Vous savez qu'il y a un mec qui s'appelait le Maharam de Rothenburg, qui était un très grand maître, exceptionnel. Il a été capturé, emprisonné, et bien sûr, à son époque, et c'était officiel, rançon pour le sortir de prison. Le Maharam a interdit qu'on le rachète. Il a dit on ne le rachète pas. Il a fini sa vie en prison. Il y a eu des aménagements, il pouvait avoir un Sefer Torah, il pouvait étudier, mais il a dit je refuse que l'on rachète. Pourquoi?
regardez la génialité de cet homme qui a pris sur lui. Le Maharam dit, si on commence comme ça, ils se diront, les Juifs font de l'argent. Et surtout, ils sont prêts à donner énormément d'argent pour acheter un prisonnier parce que c'est une mitzvah fondamentale. Donc, on a le filon, nous aussi. On les prend, on les kidnappe, et après on mange. Parce que justement, cette solidarité fait que si on apprend, nous, ici en France, qu'il y a des gens qui sont en difficulté ailleurs, eh bien, on ne les connaît pas, on ne sait pas qui c'est, on met la main à la poche et on donne. Et ça, c'est quelque part cette grandeur. Le Maharam a dit, attention, si on commence et si on paye, ils vont le faire sans arrêt. À une époque où malheureusement c'était monnaie courante, si je peux me le dire de cette manière. Donc, aussi un point peut-être à garder en tête par rapport à ça. Alors, oui, on passe à l'extrait suivant. Alors, Je me demandais s'il y avait aussi une raison circonstancielle, c'est que les Juifs, vous savez, qu'ils devaient, connaissent leur histoire, ils se demandaient s'ils ne devaient pas régulièrement déménager dans une pogrom, mais c'est sûr que si on a un peu de moyens de côté et que sous forme concrète, c'est facile de pouvoir se refaire ailleurs. c'est vrai, je dis très clairement, hein, des gens de ma très très proche famille, ben, s'ils ont réussi à survivre pendant la Shoah, c'est qu'ils avaient réussi à mettre de l'argent de côté, qu'ils avaient transformé en pierres précieuses. Et les gens qui les ont cachés, ben, c'était contre monnaie sonnante et trébuchante, et il fallait payer. Et c'est vrai que ça valait la peine d'avoir de l'argent parce que ça permet à certaines personnes de pouvoir avoir la vie sauve. Allez, on va être un peu moins rassati, on passe à l'extrait numéro 2. Ah, vas-y, je vais pas prendre ton année, on va changer de doigt. Pourquoi? On est bien là. Vas-y, raconte une histoire, je te jure. Eddie, regarde-moi. Je veux gagner de l'argent. Écoute-le. L'affaire est simple. J'ai un fournisseur à Shenzhen. Il vient de fabriquer des accessoires et des chaussures pour une grosse marque américaine. Les Américains ont des sentiments dans toute l'Europe seulement. Ils n'ont pas eu les emplacements qu'ils ont eu. Ils ont eu un coup de chaîne, un coup de race, pas grave. Ils ont dit, les mecs, on arrête tout. Du coup, se retrouve avec 800 000 paires de pompes sur les bras. Attention, la folie, mon gars. Ça first class. C'est quoi la marque? Welcome Johnson. Non, alors là, c'est mal prononcé. Non, c'est mal prononcé. Je te jure, ça fait une tuerie. Il dit, à partir du moment où ils sont ramenés, ils disent, alors pas. Non, sur la Torah, c'est la du ciel. La Toto d'Israël, c'est une embellie. Le mec, il est prêt à tout lâcher pour 800 000 euros. Ah, tu fais quoi, ça, ça? Et ben, moi, je te présente et on partage à 350. Ça commence à prendre quoi? Et oui, moitié. Voilà, petite question publique. Alors, on peut réouvrir la bière. Qu'est-ce que cet extrait apporte de plus à l'extrait précédent? Ah, ok. Qu'est-ce que cet extrait apporte de plus à l'extrait précédent? Allez, c'est pour une interro. Qu'est-ce que cet extrait apporte de plus à l'extrait précédent? Alors maintenant qu'ils connaissent la question, on va le repasser. D'accord? Et on va. Tu peux faire ça? Ça veut dire que je connais tout le monde. Vas-y, tu vas pas prendre ton année, on va changer de doigt. Pourquoi? On est bien là. Vas-y, raconte une histoire, je te jure. Eddie, regarde-moi. Je veux gagner de l'argent. Écoute-le. L'affaire est simple. J'ai un fournisseur à Shenzhen. Il vient de fabriquer des accessoires et des chaussures pour une grosse marque américaine. Les Américains ont des sentiments dans toute l'Europe seulement. Ils n'ont pas eu les emplacements qu'ils ont eu. Ils ont eu un coup de chaîne, un coup de race, pas grave. Ils ont dit, les mecs, on arrête tout. Du coup, se retrouve avec 800 000 paires de pompes sur les bras. Attention, la folie, mon gars. La first class. C'est quoi la marque? Welcome Johnson. Non, alors là, c'est mal prononcé. Non, c'est mal prononcé. Je te jure, ça fait une tuerie. Il dit, à partir du moment où ils sont ramenés, ils disent, alors pas. Non, sur la Torah, c'est la du ciel. La Toto d'Israël, c'est une embellie. Le mec, il est prêt à tout lâcher pour 800 000 euros. Ah, tu fais quoi, ça? Et ben, moi, je te présente et on partage à 350. Mais bien sûr. Ça commence à prendre quoi? Et oui, moitié. Alors, encore une lumière, merci beaucoup. Alors, vas-y, au premier rang, qu'est-ce que ça a ajouté? C'est quoi la fric douche? Il y a quelqu'un qui peut faire passer le micro? Hein? Bénévole là. Ah, tu as bien le micro là, super, vas-y. Alors, bonjour. Bonjour. Je pense que c'est la force du juif à manipuler les gens, la capacité de négocier constamment. Eddie. À quel niveau tu vois ça? Attends, t'es pas en Julie. Non, parce que dans l'extrait d'avant des merguez, lui, il s'est fait manipuler quand même sur 17 000 francs de merguez. Donc, c'est juste un peu plus grand, mais c'est la même chose, a priori. Si c'est la manipulation, il s'est fait manipuler sur des merguez, et là, sur des... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a posé... Non, une minute.
Ce qui est sûr, c'est qu'on va garder ce qu'elle a dit, parce que le coup de la manipulation du juif manipulateur, on va le garder. Et c'est vrai que c'est une problématique. On garde ça. Vas-y. Non, c'est vrai que c'est le côté juif magouilleur, un peu, préparer un mauvais coup. Quitte à vendre, jusqu'à vendre, l'essence même de ses valeurs, à savoir la Toto d'Israël. Là, la Toto d'Israël. La Torah d'Israël. C'est à lui qui n'a pas dit la Torah, justement. C'est exactement ce que j'ai remarqué là matin, je voulais rebondir là-dessus. Dans les 10 commandements, justement, il y a un interdit qui est Lotissa Hachem Lachar. Tu n'as pas le droit d'utiliser le nom de Dieu en vain. Et très souvent, les gens pensent que c'est mentir, c'est jurer en mentant. En fait, les commentaires disent vraiment, même pour dire la vérité, par exemple, je te jure que l'OM a gagné, c'est interdit par la Torah. Ça veut dire quel problème? C'est utiliser le bon Dieu, ou la Torah, des choses, comme disait Ilan, extrêmement sacrées, pour une réalité trop triviale. Et ben, c'est un petit peu ça que j'ai ressenti aussi, ce que ça ajoute ici, c'est que finalement, ils sont prêts en fait à mêler tout ce qui est du domaine de leur envie, les envies les plus sûres, les plus fortes, qui s'appelle gagner de l'argent, et la valeur ultime qui devrait rester à l'état d'étalon. C'est intéressant parce que Kesef en hébreu, c'est l'argent, et Kisufim en hébreu, c'est le désir ardent. C'est qu'il y a toujours ce lien, dont parlait Rav tout à l'heure, entre ce désir ardent qui pourrait s'exprimer dans un monde spirituel, qui va se retrouver amenuisé, en projection dans une sorte de chute vertigineuse dans le monde extrêmement trivial. Donc tu vas vite, c'est-à-dire que quelque part ici on est face à quelque chose qui semble pas être un cliché, c'est-à-dire que le juif est capable à un moment de dire sur la Torah d'Israël, sur le Dieu d'Israël, je te jure, sur machin, etc. et tout, pour pouvoir avoir ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'on pense? Raphaël, Elie. Tu sais pas? J'ai rien à dire sur ça. T'as rien à dire. On pense quoi que voilà. Moi je suis là, voilà, j'en vais ma kippa sur la marche, je comprends pas. D'accord. Je préfère parler du film. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont une différence? Non, ils ont juré, c'est vrai que c'est un peu. Moi, j'ai remarqué un truc dans l'extrait qui m'a. La deuxième fois, c'est que les trois qui discutent de l'argent, ils n'ont pas la kippa, mais tout ce qui se passe en arrière-plan, ils ont tous la kippa. On ne sait pas qui c'est. Non, c'est pour montrer le cadre. Ouais. Mais ils ont tous la kippa derrière, mais. Bon, j'ai simplement peut-être. Oui, d'accord. Vas-y. Vas-y. Ah, excellent. C'est-à-dire que les juifs en restent entre nous et on fait du business entre nous. On est dans une marmite, ouais. C'est ça, c'est-à-dire c'est on reste entre nous, quoi. On est là et puis. C'est le contexte normal, c'est des choses. Ils n'étaient pas à la synagogue pour faire les affaires, donc. Le côté normal, c'est des choses. C'est-à-dire qu'au fond, encore autre, il y a une envie pour acheter des tailles, quoi. Mais quelqu'un d'ailleurs. Yaquet, j'ai une affaire pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un conteneur de sardines. Combien? Il dit, tu veux voir, c'est excellent comme affaire. C'est 100 000. Ok, 100 000. Rien que l'achète, et puis après il va. Nous, c'était à l'époque, hein, mais il y a encore des achetés dans le monde. Il dit, j'ai une affaire pour toi, j'ai un conteneur de sardines. Qu'est-ce que c'est? Oui, ça c'est vous, très bien, combien? 120 000. Oh d'accord, j'achète. Après, montrez, j'ai une affaire pour gagner. Conteneur de combien? 140 000. Vraiment, oui, c'est bon. Montrez. Le lendemain, il serait qui rencontre le premier, il dit, t'as entendu? Mon frère, il est malade, il va pas bien. Il va enfin, il dit, montrez, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai mangé un petit peu de sardines. Il dit, mais t'es bête, les sardines, c'est pour vendre, c'est pas pour manger. Alors, il y a quelqu'un, peut-être, tu voulais dire quelque chose? Vas-y. Ouais. C'est un cliché, ça. Mais non, le CE2, spécialiste, plus fort, tu peux répéter. Il a dit spécialiste du bon plan. Les spécialistes du bon plan. Donc on a ici un petit peu, en tout cas quelque chose, sur le coup, au fond, est-ce que vraiment c'est que des clichés? C'est-à-dire, les juifs sont spécialistes du bon plan, les juifs en travaillent entre nous, quelque part, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Un peu de manipulation, qu'est-ce que vous en pensez? Non, attendez, ce soir on n'est pas là pour être, oui, non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, attends. Moi je suis pas tout à fait d'accord sur le bon plan. En fait, j'ai l'impression que les bons plans, c'est toujours chez les minorités. Et quand j'étais en classe, quand j'étais jeune, dans une autre vie,
j'avais pas mal d'Arméniens. Vous savez, c'est des gens qui viennent d'Arménie. À Marseille, il y en a plein. En fait, c'était eux qui étaient très souvent, pas moins que les Juifs, toujours dans les meilleurs plans. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt l'apanage des gens qui n'ont pas forcément une légitimité immédiate sur le territoire où ils sont obligés de s'arracher. Quand tu es obligé de t'arracher dans la vie, eh ben, tu es obligé de trouver les bons plans. Mais c'est intéressant, les bons plans de nos pères n'ont pas forcément donné des bons plans au niveau des enfants. Au niveau sociologique, je ne suis pas sûr que tous les juifs aujourd'hui, les enfants de ceux qui ont eu des bons plans, sont des gens qui sont capables aussi de dénicher les filons, ainsi de suite. Je suis très intéressé de faire cette étude par rapport à ça. Alors moi je rebondis sur ce qu'Abraham dit. C'est vrai que moi je veux dire, j'avais été très choqué quand j'avais 16 ans. Le père d'un des copains avait fait 1 an de prison. Alors c'était un monsieur très respectable parce que tout simplement il avait fait des plans un peu borderline au niveau de transfert d'argent, que sais-je. Et cette personne était une personne plus âgée de la génération précédente. Et je me rappelle d'un rave à qui j'en avais parlé, parce que j'étais là, ça m'a bouleversé. Il m'a dit d'abord, c'est pas un qui représente tous. Et il m'a dit, rappelle-toi, il appartient à une génération de gens qui ont dû se débrouiller. C'est-à-dire que si c'était pas ça, c'était la mort. Et donc, au bout d'un moment, oui, en effet, il y a cette dimension de nécessité de survivre dans lequel on est dans l'univers des bons plans. Maintenant, la solidarité, je me rappelle il y a quelques années de l'interview du commissaire de Sarcelles, qui disait ce qu'il trouvait génial dans la communauté juive, c'est cette notion de solidarité. Pourquoi? Parce que quand vous savez que vous pouvez compter que sur vous, eh bien, à un moment, on met en place des réflexes. Et c'est vrai que ces deux notions-là, même si à un moment, la notion, parce que si on voit ça, la solidarité, c'est génial. La notion de savoir imaginer quelque chose d'autre, c'est génial. Vous voyez pourquoi il y a tellement de chercheurs juifs en recherche fondamentale? Parce que justement, on cherche parce qu'on est habitué à chercher, parce qu'il faut bien trouver, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et quand vous étendez ça au l'univers de la science et de là, ça donne des choses passionnantes. La difficulté, c'est qu'en effet, les personnes, au bout d'un moment, eh bien, sont borderline, et quelque part, oublient qu'il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Mais oui, en effet, c'est des concepts, je suis complètement d'accord, qui existent. La manipulation, est-ce que c'est aussi le fait qu'à un moment, on a envie de profiter de la bêtise de l'autre? C'est une question. Edith, qu'est-ce que tu... Alors, profiter de la bêtise de l'autre, je continue sur d'avancer. Je reviens à ma question de départ. Finalement, qu'est-ce qu'il y a de différent entre la scène qu'on a vue de La Vérité si je mens 3 et la scène de La Vérité si je mens 1? Déjà, on a vu que Garcia, Serge, il est monté de niveau. Il n'a pas le même costume, il n'a pas le même statut. Et tous d'ailleurs sont montés de niveau. Ils sont tous maintenant dans un niveau, ils ne sont pas en train de traîner dans un petit boui-boui dans le sentier à manger des merguez. Ils sont vraiment dans un endroit fort et ils sont en train de faire un business lourd. Il y a des centaines, des milliers de paires de chaussures qui vont arriver. La différence qui est fondamentale entre les deux, c'est que dans le premier, j'avais noté cette bienveillance, cette convivialité, ce côté humour décalé, on va manger des merguez pendant 10 ans, etc. Là, c'est plus drôle. C'est moins drôle, tout en étant drôle. D'ailleurs, remarquez que le cliché du juif calculateur, il est mis à mal, puisque le gars, il n'est pas capable de comprendre qu'on fait 50-50 et qu'on partage à toi. Donc là, je pense qu'il y a l'autodérision, c'est sympathique. Les juifs, ils savent compter, là, ils ne savent pas compter. Alors, en même temps, ils s'arrangent. Mais là où c'est vraiment différent, c'est qu'on ne sait pas exactement la nature de ce que fait Cyril Hanouna dans ce film. Il a une femme à Paris, il a une femme en Chine, il fait du business louche, et en fait, si vous regardez bien, Serge Béléon, il essaie en vérité d'arnaquer son copain. Il essaie de lui fourguer de la mauvaise marchandise ou de la marchandise dont on ne sait pas du tout ce que c'est. Et le point fondamental entre les deux, c'est que dans La Vérité si je mens 3, l'origine de l'arnaque, c'est un juif. C'est-à-dire que c'est un juif qui va planter des juifs. Et ça, il y a très peu de gens qui l'ont vu, parce que dans les autres, c'était des Chinois, ou ça aurait pu être des Chinois, ou bien c'était le français de la grande distribution, le prototype du français de Prévost, bon gaulois. Là, non, c'est entre juifs, on se fait des coups terribles en se faisant passer pour des Chinois. Et donc cette scène, elle est emblématique de ce qui se passe dans le film, qui est très nouveau dans La Vérité si je mens. Ils ont voulu casser un petit peu les codes et montrer que voilà, les Juifs, c'est pas que de l'amour, c'est pas que des bisounours, mais qu'ils peuvent aussi entre eux se faire des choses terribles. Donc ça, c'était un petit peu moins drôle dans le film. Heureusement, bon, les blagues et tout ça, ça fait passer, mais au bout du compte, c'est quand même ça. Alors justement, Raphaël, je sais pas si vous réagir là-dessus. Alors, sur ça, en effet, je crois que
malheureusement, ça reflète ce qui fait parfois le fond de la réalité. Et c'est intéressant de voir que la solidarité se met en place quand on est tous confrontés à la difficulté. Donc on a ici, je pense, et là je veux juste vous donner une dimension un peu plus élevée. Elie, en fait, c'est une histoire d'un groupe d'amis qui se sont pervertis dans ce truc-là. C'est la mesure. Et donc le numéro 3, c'est cette perversion. C'est cette perversion. Voilà. Mais sur le mode drôle, hein, c'est drôle. C'est drôle, mais c'est perverti. Mais c'est drôle, mais c'est perverti. Et donc, le problème, c'est de savoir est-ce qu'à un moment, on tombe dans ce travers ou pas. Mais c'est vrai que, vous savez, quand Dieu dit à Abraham, il dit tes descendants seront comme le sable de la terre, comme les étoiles du ciel. Alors, c'est pas juste une image symbolique, disent nos maîtres, parce que le juif, il peut être comme les étoiles du ciel, mais il peut être aussi comme le sable. C'est-à-dire qu'il peut être très haut, il peut être très bas. Et c'est ce qu'on peut voir malheureusement aussi. Et en effet, cette réalité, quand on y est confronté, elle est bouleversante. Elle est bouleversante parce qu'en effet, un juif, quelque part, qui oublie l'éthique, un juif qui oublie ce que la Torah lui demande, et bien au bout d'un moment, eh bien, voilà ce que ça peut donner malheureusement. Et c'est vrai que le fait de donner à côté ne compense pas, par ailleurs, ce qui est au fond un regard totalement qui commence à se pervertir sur l'existence. Je crois que c'est vrai. Et c'est vrai, c'est bouleversant. C'est vrai, c'est bouleversant. D'ailleurs, au passage, le problème, c'est quand vous transmettez ça aux enfants, qu'est-ce que vous attendez d'eux? Après, ça vous donne la part. Vous vous rappelez de ce film de Tavernier, La part, une histoire vraie. Une bande de copains qui ont tout. Ils ont tout. Les BM, les Mercedes, les Visons, les chiens à tout, d'accord? Et l'histoire est vraie. Ils prennent une fille, juive, elle est là-bas. Elle attire un homme, elle monte chez lui, elle ouvre la porte, les gars le tuent pour lui piquer, ils peuvent lui prendre, et malheureusement l'histoire de lui, alors que les gens avaient besoin de rien. Pourquoi? Parce qu'à un moment, malheureusement, quand l'univers des valeurs n'existe plus, et que l'argent devient une finalité, et que même dans la relation à l'autre, l'autre n'est qu'un moyen d'accéder à quelque chose, en effet, on peut arriver extrêmement loin. Malheureusement, c'est ce que le texte nous dit, que le peuple d'Israël peut se retrouver aussi bas que le sable de la terre, c'est vrai. Et ça génère aussi un regard qui est peut-être pas très tendre sur nous, mais on peut peut-être pas le comprendre, mais au moins l'entendre. Allez, on continue. Yeah! Voilà. Vas-y, extrait suivant. Les services secrets israéliens. Une dame va chercher un casier avec des minutes. Quelle drôle d'idée. Et pourquoi on va aller la connaître. Comment ça? Je sais pas, le nez déjà. Les oreilles, les doigts, les yeux. C'est l'argent aussi? Je ne crois pas. C'est l'argent de la France. Donc je ne peux pas me permettre de laisser n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, ne le prenez pas pour vous. N'avez pas croire que je n'ai pas confiance par rapport à ce qu'on dit sur les juifs et l'argent, ça n'a rien à voir. Ah ben voilà, merci peut-être. C'est vrai que je dis souvent, vous avez forcément une petite part de responsabilité, hein, sans vouloir. De vous à moi, c'est peut-être ça aussi qui casse un petit peu les gens. Le côté je suis juif, donc je raisonne surtout. Alors, là, Elie, tu peux me dire ce qu'on vient de voir? Bon, alors, vous connaissez le film plus ou moins? D'accord, donc. C'est quoi le film? Alors, c'est l'homme, comment c'est? Athanasius, c'est. OSS 117, mais le deuxième, quoi. Le Grillon de Raymond. Bon, c'est des films qui sont en vérité des pastiches complets des séries de OSS 117 dans les années 60. Super bien fait, franchement, c'est un travail d'enfer. La seule chose pour bien comprendre l'extrait, il faut comprendre que Dujardin il est en train de parler à deux personnes du Mossad. Donc c'est les services secrets israéliens qui vont collaborer avec lui sur une affaire que personne ne comprend rien pour retrouver des nazis au Brésil, enfin des... Donc comment entendre ce que dit Dujardin? C'est évident que c'est du second degré, d'abord parce que tout le film est au second degré, donc c'est pas quelque chose qui est agressif, encore une fois c'est du cliché bienveillant. Néanmoins, il dit quand même des choses. Alors, néanmoins. Voilà, donc né en plus, j'ai envie de dire. Donc il y a le nez, il y a l'arrogance. En fait, il tient le discours
moitié pétainiste, moitié vichiste des collabos, puisque c'est un film des années 60, mais qui est super marqué des années de Gaulle et des années des ministres des années 50. Donc on a le discours hyper pétainiste, le nez crochu, et en même temps la suffisance décrite par De Gaulle, ce peuple arrogant, assurant de vie, etc. Il refait le discours de Gaulle parce que ça se passe dans cette ambiance-là. C'est du cinéma de l'époque de Gaulle. Voilà, comment l'entendre, comment le prendre. Alors, voilà. Là, ici, donc, on est peut-être dans quelque chose qui est un cliché. Une seconde, et moi, ce sont deux films qui ne me posent aucun problème. C'est-à-dire, je ne considère pas que ce soit des films. Il faudrait être fou pour considérer que ces films-là sont des films en antisémites. On accepte la caricature, nous, hein. Attention. Donc ici, il y a quand même quelque chose, c'est-à-dire, voilà, d'abord il y a le problème du physique, du look. Ça c'est classique, on ne sent rien du fait, je pense qu'il faut s'assumer, n'est-ce pas? Le juif peut fumer sous la douche, c'est vrai parfois. Maintenant, il y a quand même le juif suisse, ils sont décrochus et tout, donc toutes sortes d'images. Vous savez qu'il y a des livres dans lesquels on écrivait comment on reconnaît un juif. Je vais raconter une histoire authentique. Ma grand-mère, pendant la Shoah, était avec sa famille, ils se sont cachés au fin fond de la France profonde. Et un jour, elle était dans une ferme pour chercher du lait. Et puis, la fermière d'histoire authentique, la fermière dit « Alors, Madame Bixibert, vous venez de Strasbourg, c'est ça ?» Elle dit « Oui. » Elle dit « Dites-moi, c'est une ville où il y a des juifs ?» Ma grand-mère, elle était un peu comme ça, hein, on est en 43. Bon. La milice, j'ai essayé d'attraper mon grand-père plusieurs fois, donc elle dit « oui. Dites-moi, Madame Bixibert, c'est-il vrai qu'ils ont une grande queue et des cornes ?» Et le juif avec les cornes et une queue à l'air. Et ma grand-mère dit « Ah oui. » Bien sûr, comme ça, ça réglait le problème. C'est au niveau des caricatures. Maintenant, le peuple sur le lieu dominateur, celui qui pense qu'il a quand même raison, cette forme de suffisance. Est-ce qu'au fond, c'est un cliché? Est-ce que c'est quelque chose que l'on pense? Je sais pas, vous, est-ce que c'est des choses que vous entendez? Est-ce que vous le percevez? On a toujours raison, on sait tout. Mais je pense que c'est vrai. C'est-à-dire, on est tellement... Je vais parler je vais voir la salle. On est peuple élu, voilà. Donc déjà, avoir un plan, le peuple élu. Pas mal. Le peuple élu, il y avait une élection en plus, c'était pas la démocratie à l'époque. Donc on est quand même le peuple élu. Donc, vous vous rappelez de ce dessin de Sim, extraordinaire. C'était un déporté, le pied sur les barbelés qui dit peuple dédite sur de lui dominateur. Mais le peuple élu, est-ce que ce genre de cliché, ça vous touche? Est-ce que vous sentez qu'au fond, c'est comme ça qu'on nous parle? Oui, non? Au sein des juifs, on a quand même une notion, on a souvent appris qu'on a une échelle supérieure, qu'on est en soi un peu... On est supérieur. On est les meilleurs. C'est vrai que 25% de la population juive. C'est bien dommage. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange? Est-ce que vous avez l'impression qu'on... Oui, non? Pardon, c'est vrai. Les juifs ont tendance à voir les juifs partout, c'est-à-dire... Ah d'accord. On a envie de... Je te rassure, c'est le cas de toutes les minorités. Les protestants en France, ils font pareil. J'étais à l'événement avec des protestants dimanche, il y a un gars qui a parlé, il a fait la liste de tous les protestants qui ont marqué l'histoire de France, parce qu'il avait besoin. Donc c'est un peu naturel, c'est vrai que c'est un peu culturel, mais ça fait partie des minorités. Les minorités ont besoin de citer les gens qui font des choses pour se sentir exister. C'est pas très intelligent, mais voilà. C'est une logique de club. Ouais, c'est une logique de club. Logique de club, tout simplement. Mais j'ai l'impression qu'au fond, ce besoin de se rassurer, c'est quelque part aussi, parfois, la perte de l'identité. Et si on sait ce que l'on veut, on n'a pas besoin d'exprimer. Quelqu'un qui a sans arrêt besoin de dire car je le veux bien, c'est que quelque part, il n'a pas confiance et conscience de lui. Peut-être qu'en effet, ce besoin d'apparaître, de dire mais nous, voilà, on a ceci, on a cela, c'est peut-être qu'on n'a pas suffisamment confiance dans ce que nous sommes. Quand quelqu'un a conscience de lui, j'ai l'impression, c'est parce que vous en pensez, vous aussi, c'est peut-être parce que j'ai besoin de la valorisation à travers le regard de l'autre. Donc l'autre me dit, ouais, un gars bien, donc je lui dis. Non? Oui, oui, complètement. T'as peur de brancher ce... Je suis rassuré aussi. Je suis rassuré. Je vais juste dire un point par rapport à l'arrogance juive, enfin, qui est décrite ici. J'aimerais qu'il y a deux points en fait, à souligner par rapport à ce dossier. Le premier, c'est que j'ai l'impression que le peuple juif a toujours été obsédé par une chose, c'est la recherche de la vérité.
Et ça, c'est presque intrinsèque à la définition des sémites. C'est qu'on est quand même tous des sémites, quelqu'un qui est antisémite, quelqu'un qui est anti-Sem. Et Shem, c'était en fait quelqu'un qui s'appelle Monsieur le Nom. Et c'est quoi donner un nom à une chose? C'est essayer de traduire l'essence d'une chose. À travers les siècles, que les personnes soient religieuses ou pas, que les juifs soient religieux ou pas, ils ont toujours été obsédés par une chose, c'est appeler un chat, essayer de défier dans tous les domaines, trouver la définition juste des choses. Vous ouvrez n'importe quelle page de Talmud, il y a une seule obsession, c'est arriver à une définition claire d'une notion extrêmement, en même temps triviale, non mais qui peut être triviale de la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on appelle un dommage? Mais essayer de rentrer dans des réflexions extrêmement poussées pour arriver au bout du compte à donner une définition aux choses. C'est toute la démarche de l'étude de la Torah dans tous les domaines. Et ben ça, lorsque dans la vie on pratique à ce point la recherche de vérité, il est vrai qu'on ne peut pas se laisser emporter par n'importe quel système, par n'importe quel populisme. Et ça, c'est donc un trait de caractère naturel. Ça ne justifie aucune arrogance, mais c'est vrai qu'on a en permanence ce réflexe de recherche de vérité. Première chose. Deuxième chose, par rapport au peuple élu, qui a une chose tout à fait différente. Le peuple élu, c'est un mot qui a été extrêmement galvaudé, mais lorsqu'on étudie bien le texte, on se rend compte que la définition qui est donnée par la Torah et par tous les maîtres du Moyen-Âge, qui sont notre véritable petit Robert au niveau culture juive, Hans Ségoulin en question explique, la plupart des Rishonim disent qu'en fait, on a une mission comme une sorte de frère aîné qui est là pour essayer de donner envie au reste de l'humanité, au même titre qu'un frère aîné est là pour un peu tracer la route. On met le paquet sur le frère aîné en disant peut-être que ça évitera de mettre trop d'énergie sur les suivants puisqu'ils auront un modèle. Eh ben, Hachem a essayé de mettre le paquet aussi sur nous et donc c'est pas un droit mais une responsabilité beaucoup plus forte. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours beaucoup de mal avec ces films qui mettent finalement en exergue l'image d'un juif qui est un affairiste, qui est une personne arrogante, parce que si finalement ce qu'on retient des juifs c'est finalement le bonhomme du sentier, alors on a perdu. Ce qu'il faudrait qu'on retienne du juif, c'est que finalement c'est la personne qui est propre, c'est la personne qui est en permanence dans le combat de vérité, c'est une personne qui gère bien ses enfants. En fait, c'est un petit peu ce qu'on devrait distiller comme image. Alors, il faut relever aussi un petit peu. Le seul truc, c'est que dans le film, moi je reste sur le film, bah non, c'est pas grave. Le Dujardin est un personnage complètement imbécile dans le film, donc personne ne peut prendre au sérieux ce qu'il dit. Donc au contraire, c'est une façon de se moquer des gens qui tiennent un discours comme ça, c'est tellement à côté de la plaque. Moi, il y a une chose quand même qui dit, il faudrait aussi peut-être réfléchir sur ça, quand il dit, bon, mais si vous arrivez toutes ces choses-là, vous avez quand même fait quelque chose pour le mériter, non? Il n'y a pas de fumée sans feu, tu vois, tant que vous avez souffert, il doit y avoir quelque chose quand même. Il tient le discours du pauvre basique, mais qu'est-ce qu'on répond à ça? Alors justement, là, il y a... Le texte nous dit si tu as appris énormément, c'est-à-dire si quelque part tu as conscience, parce que parfois c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a appris à réfléchir, Al-Tarzik, le 4 de Torah, le 4 de Sartat de Mishnah, dit ne t'en enorgueillis pas, c'est pour ça que tu as été créé. C'est-à-dire qu'à un moment, et c'est le danger, je crois qu'en effet, l'acquisition du savoir, l'appétence de la réflexion, le fait qu'à un moment on essaie de rentrer en profondeur, ça peut nous empêcher d'être à l'écoute des autres. Et d'être à l'écoute de ce que les autres, or la Mishnah dit Ezeu Chacham, Alomé Mikol Adam. C'est-à-dire quel est l'être sage? Tu veux dire quelque chose, Raphaël? Interdit. Ezeu Chacham, quel est l'être sage? Alomé Mikol Adam, celui qui est prêt à apprendre de tout à chacun. C'est-à-dire que le savoir important ne doit pas nous amener quand même à un moment à ne plus être à l'écoute de la parole de l'autre. Et le Talmud regorge d'histoires dans lesquelles les maîtres étaient en train d'apprendre de personnes qui, au niveau de la classification sociale et même au niveau de l'intelligence, n'étaient peut-être pas dans la même dimension qu'eux, mais qui avaient des choses à leur apprendre. Ezeu Chacham Adam Mikol Adam. Le véritable sage, c'est celui qui est prêt à apprendre de tout à chacun et qui ne se retrouve pas un petit peu dans cette forme de suffisance. Moi je sais, donc je n'apprends pas. Moi je sais, donc je n'ai plus rien à écouter de personne, parce qu'au fond je sais. Et là-dessus, en effet, c'est peut-être, en effet, ça nous renvoie à un point de réflexion par rapport à nous. Très bien. Alors, on va voir maintenant un autre extrait, c'est la même question, piège. Finalement, je ne parle pas de ce qu'on a vu du jardin, mais des extraits qu'on a vu dans la vérité suivante. Vous allez voir maintenant un extrait du grand pardon. Vous allez essayer de réfléchir peut-être, qu'est-ce que cet extrait apporte de plus par rapport à ce que nous avons vu dans les deux extraits de la vérité suivante. Les pitounes dans la casbah. C'est une première. Et vous, commissaire,
C'est compliqué que c'est les misères. Le jeune Benjamin travaille bien pour vous. Alors c'est vrai, un petit proxénète, pas de relation possible avec un homme d'affaires. J'ai toujours gérant de société à 3 000 francs par mois. 3 200, je me suis augmenté. Une maison de 18 pièces, une boîte de nuit, des voitures en pagaille et toutes ces bouches à nourrir par-dessus le marché. Ça doit être dur de joindre les deux bouts. Ne vous inquiétez pas, commissaire. Chez nous, quelques olives, un petit bout de pain. On remercie Dieu. Qu'est-ce qu'on voit de nouveau là? Dieu et son âme. Alors, oui, Dieu, c'est quand même Rama, parce qu'il est le petit-fils de Rama. Il est mort ce soir. Et il est mort ce matin. Tout le monde dit de lui qu'il était très gentil. C'est normal, Alain, ça vient de Khamin. Il est Khanoui. C'est tout ça qu'il avait la gentillesse dans son nom. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet extrait? Vous avez compris un petit peu comment ça se passe? Celui-là, c'est un gars de la police qui met l'enquête et qui interroge le juif qui a des business bizarres. Non, alors on va peut-être. Je vais essayer de donner une petite vision perso. Si... Attendez, il y a quelqu'un qui va dire quelque chose là? Oui, vas-y. Non, il y a juste comment l'extrait commence, il commence en disant les bétounes. Ouais. On parle de nom, tout à l'heure on parle de Shem, du nom. Le fait de parler des bétounes et de la famille, je crois qu'il y a quelque chose, il y a un point extrêmement important de clichés, des stéréotypes. Pourquoi et là je parle aussi d'une histoire authentique, c'est qu'en parlant avec des personnes, ce qu'on me dit quand je demande pourquoi il y a un antisémitisme, on me répond très souvent que c'est pas à cause de l'argent, c'est pas à cause de cette suffisance, etc. C'est parce que dans un monde qui est complètement individualiste, on a encore des valeurs familiales. On arrive à protéger cela qui est extrêmement important. Et l'extrait commence comme ça, même si après on revient à cette idée Juste un petit point, c'est que quand tu remarques dans la même phrase, quand même, il renvoie les bétounes à un état préculturel. C'est-à-dire, les bétounes dans la Casbah. Alors qu'en fait, ils ne sont pas dans la Casbah, ils sont à Paris. Et ils ramènent, comme s'ils voulaient recréer le monde maghrébin, acculturé des pays arabes, ils veulent le ramener à Paris. Donc c'est des bétounes, mais dans la Casbah. Donc problématique. Alors, peut-être déjà, il faut voir que le film de Grand Pardon, c'est à une époque, c'est un film des années 80. Donc c'est un film avec lequel on rigole beaucoup moins sur les clichés qu'aujourd'hui. Un film comme La Vérité si je mens dans les années, fin des années 70, début des années 80, c'était pas tout à fait faisable. Le maximum qu'on avait atteint, c'était Rabbi Jacob. Donc là, quand ça parle cliché, mais il y a un fond qui résonne dans la tête du français moyen. C'est-à-dire le français moyen qui voit cet extrait, il se dit, oula, c'est les gars qui prennent de l'argent, qui déclarent au black, qui ne payent pas leurs impôts. Donc ce sont des parasites. En fait, ici, vous retrouvez un vieux cliché du juif parasite qui ne paraîtra jamais. Dans La Vérité si je mens, dans La Vérité si je mens, c'est traité sur le mode sympa, décontracté. Oui, c'est vrai que je fais des merguez et je fais des petites chaussures et je fais des machins, mais je ne suis pas présenté comme un asocial. Là, il est asocial. Quand tu fais avec 3 000 francs pour avoir un appartement de 18 pièces dans le 16e et avoir d'antenne, ça veut dire que tu arnaques. Donc tu es un anti-social, tu es le juif dans sa tradition habituelle, le gars qui fait des carambouilles à côté. Donc c'est vrai que dans le Grand Pardon, c'est beaucoup moins bienveillant, c'est beaucoup plus dur, et il faut faire attention parce qu'il y a pour beaucoup de gens, surtout que c'est un film qui est réalisé pour le coup par un juif, c'est un film d'Arcadie, donc on se dirait, voilà, c'est clean. Il faut faire attention parce que des fois on se tire soi-même des balles dans le pied avec ce genre de représentation qui procède vraiment du cliché. Je ne pense pas que Arcadie tournerait des séquences comme ça aujourd'hui en 2015. Parce qu'elle est limite. Il y a quand même quelque chose. Là, on parle du tir vraiment, mais même on regarde la gestuelle. C'est le commissaire de police. Oui, oui. Le commissaire, il est assis. Eux sont debout. Il y a vraiment une séparation physique avec la portière de la voiture, quelque chose qui fait qu'il y a deux mondes qui sont complètement différents. Il y a un côté très menaçant dans cette séquence. Mais il faut savoir déjà que pour des gens qui ont fait la guerre d'Algérie, ce genre de séquence, ça parle beaucoup, parce que ça leur rappelle des souvenirs de la Casbah, justement. Et donc, il y a aussi l'idée que, finalement, les Juifs et les Arabes sont maintenant en train de gangréner la société française. Et ça commence dans les années 80. Et donc, ce flic qui est là, avec des mecs en haut, en train de manger leur macrone, c'est en train de dire, tu vois, ça commence. Les Juifs et les Arabes manipulent la société française. Et c'est l'époque des attentats, de Carpentras, des Rossiers, etc. Donc on est dans une ambiance qui est limite au niveau de la tolérance du juif. Moi je pense qu'à l'inverse, ce là il est moins dangereux que les autres précédents. Parce que finalement, pardon, il concerne,
sait que c'est des gens mauvais, peu importe, personne ne pense, enfin, François du moins qui pense de cette façon-là, c'est que les juifs sont des mafieux qui tuent, qui volent, etc. Ça généralise vite. C'est le bon juif qui est vu comme un bouilleur. Là, c'est le mauvais juif qui est vu comme un bouilleur. Ça, je m'en fous à lui. Et le fait est, c'est que dans les autres communautés, on fait passer dans un public beaucoup plus large et qui vient avec une intelligence plus positive, la notion, assiduement, on fait infiltrer la notion du juif qui magouille, alors que l'ambiance est aussi préparée. Alors que là, limite, on est préparé, on n'est pas choqué parce que c'est des mafieux, c'est vrai que c'est aussi une lecture, c'est intéressant. Moi, j'ai l'impression en tout cas que ce qu'on ressort, et l'idée en tout cas que ça génère chez moi, c'est qu'en effet, c'est de nouveau la dimension pervertie de ce qui est une qualité. Vous vous rappelez l'époque du clan Zemmour, d'accord? Je me rappelle encore la photo à l'époque dans Figaro, dans laquelle on nous décrivait l'enterrement, dans lequel ils arrivaient dans des Rolls avec des cercueils, avec des poignées en or et toutes sortes de choses, ce qui était vrai. Mais au fond, c'est l'univers du groupe, l'univers duquel on est entre nous, mais malheureusement dans la dimension négative. Et c'est vrai, ça nous renvoie à ça, c'est-à-dire qu'au fond, que ce principe d'union peut amener quelque chose de existé vraiment dans les années 70, c'était véridique. Et c'est véridique. Le problème, c'est l'extrapolation qu'on va en faire. Oui. Par rapport à ce que vous voulez dire, la dimension pervertie d'une qualité, depuis le début, ça me renvoie à une idée. On est tout le temps dans l'extrême. Des fois, il y a certains éléments qui sont justes, mais qui sont extrapolés complètement à l'extrême. Et ça me rappelle, je crois, un passage que mon mari avait expliqué sur le fameux Ephéra, où Abraham est envoyé, puis il va dans ce pays, mais on lui dit lequel. Et à un moment, il s'arrête. Et pourquoi il s'arrête dans ce pays? Parce qu'il voit deux extrêmes. Il voit à la fois une aridité énorme et juste à côté, quelque chose de très 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 verdoyant. Et je crois qu'à l'intérieur de nous, d'Israël, du peuple, il y a une capacité énorme à la spiritualité, mais en même temps, c'est le revers de la médaille, c'est qu'on peut aussi descendre avec cette force, mais du côté négatif. Et donc c'est en fait la même origine, mais qui est mal orientée. D'où les extrêmes. Et c'est vrai qu'on représentera rarement, en effet, dans un film, la dimension de grandeur d'un cliché, qui ne soit plus un cliché sur justement la dimension élevée du peuple juif. Il y en a plein de films. Il y en a plein? Pléthore, à tel point que même certaines personnes sont fatiguées de ces films dithyrambiques sur les juifs. Tous les films de la persécution, ça fait à peu près ça. Tous les films qu'on a montrés sur la collaboration, la Shoah, machin, l'image du juif est toujours sublimée. Le juif est en train de souffrir. Oui, le juif est en train de souffrir, c'est vrai, mais quand même grandi dans ces trucs-là. Avant de parler du juif en train de souffrir, on va mettre le... Ouais, alors, regardez, c'est ça, c'est marrant. Il veut se renseigner sur le judaïsme parce qu'il est tombé amoureux d'une petite fille juive. Il a essayé de se faire la médina tout seul, donc il et son père, qui n'est pas forcément un amoureux des juifs, tombe sur ça. Il se rend compte que son fils a fait des recherches sur le judaïsme. J'aimerais jamais se produire ici. Attends, je vais t'aider. Mais pour commencer, tu veux
des hommes mères qui souffrent d'eux. Plus tard, il eut le choix et il eut le Tu vois, le peuple juif est constamment en guerre. Waouh, et ça fait 3 millions que ça dure. Ose-tu imprimer des saloperies par chez moi? Rentre tout de suite à la maison. Tout de suite. Quelque temps, je commence à peine à vouloir devenir juif que j'ai déjà les emmerdes. Énorme. Alors, donc ça c'est un commentaire, là si j'étais juif. Alors. Moi j'ai juste une blague. Il peut bien voir parce qu'il faut rire après. Non, vous avez utilisé Woody Allen. Woody Allen disait la chose suivante. Quel est le complexe des non-juifs? Le complexe des non-juifs, c'est de ne pas avoir une mère juive. Riez. Ça marche toujours pas. Ça va, j'étais désolé, on va faire la formation, mais c'est sur plusieurs semaines. Vas-y. Alors, quand moi je vois cet extrait, moi ça m'envoie très peu, hein. Ça m'envoie quelque chose de totalement différent. Hein. C'est que, à peine j'ai envie de devenir juif, ça devient compliqué, mais moi j'ai dans la difficulté de se convertir. Et que quelque part, on a ici quelque chose qui n'est pas juste un cliché, c'est que si à un moment on a vraiment envie d'en faire partie, hein, si on veut adhérer au peuple juif, ben, c'est la guerre. Hein. Et c'est vrai. Alors ça donne peut-être justement cette notion, ben voilà, on veut peut-être vous, quoi. On veut peut-être vous. Je sais pas comment tu. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que cette notion-là, ben, moi j'ai envie, mais on jette. Voilà, c'est derrière ça aussi. Au fond, derrière, en trame, c'est quoi? Ben, il est amoureux de la juive, et s'il se convertit pas, il ne pourra pas se marier avec elle, donc en 2 mots, ben, il n'y a pas de mariage mixte. Et quelque part, et pourquoi pas? C'est vrai, mais dans ce court-métrage-là, en fait, le point il est surtout porté sur le regard du père qui ne veut pas que le petit devienne juif. D'accord. C'est aussi un des problèmes de la conversion. Quand nous, on occulte, on voit la difficulté que nous avons parfois à accepter naturellement et facilement les conversions. Il ne faut pas oublier aussi que celui qui veut se convertir mène un véritable combat de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de ceux qui... J'entends, mais ce soir la thématique c'est les préjugés. Préjugés. C'est sûr que c'est pas facile de devenir juif. Donc ça c'est une occasion même au niveau du mariage mixte, c'est plus qu'un préjugé. Hein. Ouais. En fait, c'est notre racisme pour eux, j'ai l'impression. C'est là où on peut trouver des raisons de dire que le juif est raciste, puisqu'il n'accepte pas le mariage mixte. Qu'est-ce que vous en pensez? Je connais une jeune femme qui s'était convertie au judaïsme après 5 ans d'efforts. Oui. Je disais que tout de suite tes parents, ils me disaient qu'ils ne voudront jamais le droit que c'est des juifs. Ah, en plus. Bon, on a tous les clichés. Voilà, comme ça, moi, tout a été dit. Quelqu'un veut réagir par rapport à ça, oui. Écoute. Non, justement, dans le film avec la petite Sarah, moi je pense. Alors, c'est déjà par un micro si tu veux. Oui, dans le film, là, justement, avec le petit enfant de juif et justement être amoureux de la petite Sarah, je pense que vraiment, c'est dans notre film vraiment la communautarisation, parce que tout le monde nous dit que vous restez qu'entre juifs. Et quand vous dites que vous, c'est un préjugé, ça sous-entend que c'est faux. Alors, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? J'aimerais le savoir, à vos yeux. Moi, je pense que c'est vrai. Enfin, tous les non-juifs que j'ai écoutés me disent qu'il faut rester qu'entre vous. Vous me dites que c'est un préjugé. Est-ce que pour vous, c'est Est-ce que c'est un préjugé? Non, je pense pas. Je pense pas. Ça correspond à la réalité, je pense. Complètement. Dommageable, mais réel. La question en vérité, c'est la suivante. C'est que le constat que tu fais de quelque chose qui te dérange, c'est-à-dire, vous restez entre vous, et il est où le problème? Non, mais c'est-à-dire que c'est pas un préjugé. Avant de juger. Ça, c'est pas un préjugement. Non, ça ne faisait pas un préjugé. Seulement, c'est la traduction que les gens font qui pose problème. C'est-à-dire, si quelqu'un dit, écoutez, je trouve ça génial, cet esprit de rester entre vous, vous voulez en faire perpétuer quelque chose, tout ce que vous voulez, why not? Mais vous voulez rester que chez vous, et donc vous excluez les autres. Et donc, quelque part, on jette. Oui? Non, mais je pense que c'est un mythe, on reste, enfin, un tout petit groupe reste entre eux.
mais la plupart des juifs en France sont complètement intégrés au marché. C'est vrai. C'est vrai qu'en plus, d'une certaine manière, on voit que c'est exactement comme ça. Mais peut-être que justement, c'est ceux-là qui sont renvoyés. Ils sont plus confrontés à notre culture. Que eux, ils sont entre guillemets normaux, ils essayent de s'intégrer, ils sont juste à faire paramètres. Et ça leur revient régulièrement pour une figure. C'est eux qui sont ceux. C'est vrai que c'est assez paradoxal. Et je te remercie de dire ça, parce que c'est vrai que c'est assez paradoxal. Quand le juif, tu sais, c'est cette superbe phrase qui disait quand les juifs sont pauvres, ce sont des parasites. Quand ils sont riches, ce sont des profiteurs. Quand ils vont à la guerre, ce sont des violents. Quand ils sont pacifistes, ce sont des peureux. Quand ils n'avaient pas de terre, on leur disait partez chez vous. Et quand ils en ont une, on leur demande d'en partir. Et ça c'est marrant, quoi. Oui, il y a cette notion vous êtes entre vous, mais en même temps, des moments où on dit attends, fils and love, on est avec tout le monde, on vous aime, quelque part, regarde sur Google, la recherche, juif, juif. Et pourtant, c'est quoi? C'est des gens qui font partie de la société, qui sont dans la société, qui sont intégrés à dans la société, et malgré tout, on a envie de leur recoller cette image. Donc je crois qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal là-dessus. Oui? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir? Oui. Alors c'est ça. Alors c'est intéressant, c'est qu'au fond ici, dans ce problème de préjugés, ce que tu es en train de dire, c'est que on dit voilà, tout le monde peut faire partie du peuple juif. Maintenant, pourquoi tu me demandes de me débarrasser de ma particularité? Il y a quelque part, est-ce qu'au fond ici, c'est pas le juif qui va assumer son identité qui pose problème? J'assume mon identité, ma particularité, je fais partie de l'univers, je commerce avec toi, je parle avec toi, mais à un moment, je veux garder mon identité, tu peux y pénétrer, mais je n'ai pas envie à un moment de diluer mon identité dans ton histoire. Et au fond, c'est peut-être ici la problématique de tous ceux qui ont à un moment dilué leur identité, et c'est curieux, c'est que quand les identités ont été trop diluées, quand elles réémergent, c'est dans la violence et dans la destruction de l'autre. Le passage très intéressant. Moi j'allais encore plus loin, un truc que vous faites, c'est l'élitiste et plus eux. Vous savez qu'ils veulent que le juif perde son identité. Oui, c'est un petit peu ce qu'on vient de dire. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que, particulièrement en France, c'est la démocratie qui est à l'origine de cette dilution de l'identité. Et donc, en nous disant qu'on est tous égaux, en nous disant qu'on est tous pareils, on va commencer à penser qu'on est vraiment tous pareils. Le problème, c'est qu'on n'est pas du tout tous pareils. Les gens, ils sont totalement différents dans des processus de pensée, des processus même de vie, clairement, qui sont totalement différents. Et se focaliser juste sur l'humain, ça efface tout le reste. Et comme ça efface tout le reste, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des problèmes. Mais pourquoi j'ai mis ça en introduction? Parce qu'en fait, c'est très intéressant ce qu'il dit. Vas-y, continue. Vas-y. Pourquoi je mets ça en introduction? Parce que moi, la véritable question, c'est la question que tout le monde se pose, même si personne ne veut la dire, c'est en quoi on est différent. C'est ça la question. Je veux bien qu'on dise qu'on est consacré à Dieu, je veux bien qu'on dise qu'on est séparés parce qu'on est kadosh, que de la même manière qu'une femme elle écoute des chefs parce qu'elle est mariée. Je veux bien entendre tout ce que vous voulez, mais c'est quoi la différence? Alors ce que tu dis au fond, c'est la question que j'ai posée à des journalistes de la BBC quand j'ai été interviewé récemment, et j'ai posé exactement la même question. J'ai dit, qu'est-ce que je vais répondre à mes enfants, parce qu'ils parlaient des synagogues, on garde, etc., des écoles, je dis, pas de problème, on s'occupe bien, les gens, là, la police, etc., mais qu'est-ce que je réponds à nos enfants qui vont dire pourquoi nous? Alors, c'est vrai que, quelque part, pardonne-moi, j'ai envie de dire que dans la question, c'est la réponse. C'est-à-dire que le fait que c'est sans arrêt nous, révèle en effet la particularité du peuple juif. Et je pense qu'au fond, ça c'est un cours, c'est pas un cours de Torah, mais l'idée c'est quoi? C'est que à la fois Israël est le miroir. Israël n'a jamais utilisé par exemple sa difficulté pour devenir un assisté. On s'en applique pas à la figure. Et après la Shoah, on se retrouve en Israël et il y a une bataille qui fait rage dans la société israélienne dans les années 60, quand Konrad Adenauer, qui était le chancelier de l'époque, veut donner des réparations allemandes aux Juifs.
Et plein d'Israéliens et de Juifs disent, même pas en rêve, on se débrouille tout seul. On n'utilise pas notre souffrance pour devenir des assistés. Et ça, c'est une claque. Et je pense que c'est insupportable. Le fait qu'à un moment, on s'assume. Le fait qu'à un moment, on fait en quelque sorte garder notre identité. Le fait qu'on est capable de s'intégrer dans une société tout en gardant notre spécificité. Le fait qu'on est là pour donner et pas juste pour prendre. Alors grâce à Dieu, dans les nations, il y a plein de gens qui ont ces qualités. Mais comme au niveau des sociétés, à un moment, il y a une problématique qui se retrouve, le juif incarne au fond peut-être ce que la société aurait pu être à travers des valeurs qu'il véhicule, même si malheureusement parfois il ne les vit plus. Et j'ai l'impression que quand on met le point sur certaines choses, c'est qu'on lui dit, regarde, nous ne t'aimons pas parce qu'au fond tu véhicules des valeurs qui nous posent problème, parce qu'elles nous renvoient à quelque chose qui est peut-être du domaine de l'échec, et toi pourquoi tu les vis plus? Pourquoi les valeurs que tu incarnes, tu ne les vis plus? Et on s'en rend plein la figure. Oui? Pardon, excuse-moi, mais moi je suis un peu gêné avec la réponse qui débute par une vision négative, ça veut dire on nous pointe du doigt, on nous persécute, et donc on va montrer comment on réagit bien par rapport à cette persécution. Et je trouve que la question de notre ami, que je ne connais pas, était plus une définition positive. Là j'ai l'impression que c'est un petit peu le thème de Sartre, que finalement c'est un petit peu l'antisémitisme qui crée une identité juive, ce qui n'est pas faux au début, mais il y a avant ça, avant toutes les persécutions, une notion de juif que j'ai l'impression notre ami interroge, et dans lequel je voudrais avoir une réponse, c'est plus sur le domaine de la positive. Vas-y, donne-la. Donne la tienne, donne ta version, elle nous intéresse. Je sais pas si moi, ce que je pense au niveau judaïsme, qui a évoqué des notions de chat, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, l'idée du frère aîné, ça veut dire qu'on a un contenu extrêmement clair qui nous est donné depuis le Mont Sinaï, une révélation, on a une richesse extraordinaire de vie culturelle, et c'est par cette richesse culturelle, cette étude de ce que nous a transmis Hachem en termes de sa volonté, aussi bien dans un contenu écrit que le choral, qu'on va pouvoir exprimer cette spécificité, cette génialité qui sera un phare pour les nations. C'est comme ça que je vois les choses, c'est-à-dire plus je m'affinais, plus à titre individuel je vais devenir quelqu'un de plus en plus bon, de plus en plus subtil, de plus en plus à l'écoute des autres, plus je vais, dévoiler cette dimension tout à fait géniale qui nous a été donnée, enfin ce chemin qui nous a été donné. Donc ça, c'est ce que je pense être, la définition du judaïsme par excellence. Maintenant, il va être certainement ensuite, il y aura pas mal de saccades au niveau historique, certes, mais il y a avant tout un Abraham, un Isaac, un Yaakov, un Moshe, une mosaïque, avant même donc le danger d'Amalek, il y a en permanence une définition purement juive. On a des individus comme Yosef, qui ont eu une appellation avant d'être juif, c'est les Hébreux, et un Hébreu c'est un bonhomme qui est capable de résister à 1 an de drague d'une femme superbe et super riche, tout ce qu'on veut, et qui au moment où elle essaie de faire craquer, il est capable de résister, et c'est là qu'il s'appelle ivri hébreu. C'est-à-dire qu'il résiste à toutes les moindres pulsions indépendantes. J'entends, je suis d'accord, mais quelque part, au fond, la question c'est, et alors dans ce cas-là, pourquoi ça génère cette densité? Moi j'aurais une... Je sais pas parce que c'était... Si, c'est un peu ça. Mais il y a Ilan qui... C'est ça la question. Est-ce que... Oui? Parce que tu voulais terminer? C'est la question? Oui? Ouais. Bien sûr, moi, ma première question, c'est, bien évidemment, qu'est-ce qu'on a de différent, qu'est-ce qu'on a en plus, qu'est-ce qu'on a en moins. Mais la question que je entends, c'est pourquoi est-ce qu'un être non juif ne peut pas éclairer lui aussi le monde? Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'un statut particulier pour éclairer? Moi, à travers mes lectures, j'adore les philosophes grecs. Et franchement, hormis le fait que c'était une société de débauche, malgré tous les écrits géniaux qui sont sortis de là-bas, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas m'inspirer de ces écrits-là pour mettre en place un système qui éclairait le monde, quoi? Alors, là-dessus, je réponds sur deux choses. Pour ça, je me mets en faux par rapport à ça. En effet, le clan d'Israël a une fonction, mais on dit bien Chorma Babel Tamine. Chorma, la sagesse parmi les nations, tu dois y croire. On doit faire une bénédiction sur un sage des nations. Par contre, là, en effet, à un moment, il y a un problème, c'est que lorsque la pensée ne peut pas être validée par la manière dont on est capable de la traduire dans le monde de l'action, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui pose problème.
lorsque une pensée est claire et qu'elle est capable de se traduire dans le monde de l'action et que la manière dont on vit sa pensée révèle au fond la grandeur de cette pensée. Mais je ne crois pas qu'en effet, il est de l'apanage du peuple d'Israël d'être le seul éclairage. Il est évident que le peuple d'Israël véhicule une dimension particulière, mais on le voit bien d'ailleurs que même Maïmonide nous ramène à philosophes, Platon, Aristote, Eorès et d'autres. On se souvient qu'il a... Ouais, moi, je suis d'accord avec les deux choses en fait. Je trouve que la source originelle dont parle Abraham, elle est fondamentale. C'est pas forcément de l'essence, mais c'est quelque chose de l'ordre de l'être, d'un être des origines qui serait une histoire, etc., dont on ne peut pas faire l'économie dans la question d'une identité, quelle qu'elle soit. Dans l'identité, il y a toujours la question d'origine. Et puis ce que tu dis aussi, pour moi ça me paraît fondamental, la pensée des nations, elle est viable et elle est valable, mais attention, la question d'authenticité l'est tout autant. Et peut-être qu'une des dimensions que le judaïsme fait dans la part, c'est parce qu'elle exige justement l'authenticité entre l'être et le savoir. Et que si le savoir n'est pas de manière très forte relié à l'être, alors une espèce de disqualification du savoir qui le rend à un certain moment différent. Donc cette question de, quand tu dis oui, hormis le fait que c'était une société dépravée, alors d'abord, j'aime pas le mot dépravé, mais hormis le fait que les philosophes, dans la gestion de leur pulsion, ne appliquaient pas du tout ce qu'ils disaient sur, par exemple, la maîtrise des corps, dans les très beaux textes de la philosophie grecque, bon, là, pour nous, il y a quelque chose qui est difficile ici. Moi, je vais un peu plus loin. Tel que l'expliquent certains de nos maîtres, le monde de la Grèce, c'est un monde de sagesse, de savoir, de profondeur, qu'on veut le nom, maintenant, et qui est clair, et qui illumine, indéniablement, mais qui a comme finalité extrême, limite, l'idée de l'indifférenciation de l'être. C'est-à-dire que ce qui est à l'origine de nous sommes tous libres et égaux, et qui est génial en soi, c'est l'idée d'un effacement de la différence. Ce qui marque la pensée grecque dans son origine, c'est l'idée d'une société dans la totalité. C'est le fantasme de la totalité. Et tous les avatars de l'idéologie de la pensée grecque ont donné des systèmes totalitaires au bout du compte. C'est-à-dire ce qui incarne la pensée de la Grèce, de Yavan et de Essa et de l'Occident et de l'Édom, c'est l'idée de l'indifférenciation, l'effacement. Je crois que ce que le judaïsme a comme spécificité à apporter au monde, cette affirmation forte que la différence est signifiante. Et que c'est de la différence que le signifiant doit émerger. Et ça, c'est quelque chose que les civilisations ont eu beaucoup de mal à comprendre. Mais dans l'absolu, on n'est pas différent, on affirme l'idée de la spécificité. Et on aspire à ce que chacun puisse, si tu veux, d'une certaine façon, exprimer sa spécificité. Là, peut-être, pour moi, je joue l'enjeu. Dernier point, dans la pensée grecque, la raison devient Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a rien au-dessus de la raison. Alors que dans le judaïsme, il y a une espèce d'humilité fondamentale qui consiste à dire de la même façon que je ne peux pas totaliser, je ne peux pas tout savoir, et j'admets qu'à l'origine même de mon savoir, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la non-accessibilité au savoir total et à la vérité totale. Ce qui n'est pas le cas de la philosophie grecque, dans son affirmation fondamentale. Oui. C'est très bien de le dire, on peut le croire, mais si on fait passer cette image, c'est impensé aux non-juifs, mais pour moi c'est ça qui conduit à l'antisémitisme, parce qu'à force de dire on est le grand frère des nations, on va véhiculer des valeurs, et quand on voit des images justement comme le grand pardon, comme la vérité si je mens, on voit justement le mauvais côté, le mauvais versant, justement les gens vont se dire ah oui mais on nous dit le juif c'est le grand frère, il va justement véhiculer des valeurs en même temps, on voit ça. Je pense que c'est ça qui fait monter vraiment l'antisémitisme, cette contradiction. Et comme vous dites, M. Pidia... Et je pense que là, tu te trompes, parce que justement, en fait, cette volonté de dire la vérité aux nations, on y a renoncé, ça fait très longtemps. Et c'est d'ailleurs un des vrais problèmes aujourd'hui du peuple juif, c'est qu'il ne veut plus tout dire de vérité aux nations. Et c'est dommage. Mais il ne le fait pas, parce que justement, à cause de ce problème. Où est-ce que tu vois aujourd'hui un juif qui est épris de Torah et de spiritualité juive, commencer à monter dans les tribunes, à dire aux nations ce qu'ils doivent faire. Ça fait des siècles qu'on ne le fait pas, rassure-toi. Et c'est pas ça qui est à l'origine de l'antisémitisme. Ça, je suis pas d'accord avec toi. Elle devrait l'être. Malheureusement, les nations n'entendent pas. Mais dans le ressenti, en tout cas, moi, ce que j'entends dans le ressenti, à chaque fois on me dit, on
voilà, vous êtes communautaire, vous êtes le peuple élu, et quand on voit justement des images comme ça, vraies ou fausses, des images des films, je pense que les gens ont une contradiction justement avec ces deux valeurs. C'est peut-être pas l'objectif actuellement, nous, d'être le grand frère, etc. On ne fait pas ça, mais pour moi, les gens pensent qu'on est le peuple élu, qu'on doit décrire des valeurs, et quand ils voient ces deux, justement, notions antagonistes, je pense justement que ça fait monter leur antisémitisme. Mais ce que tu dis est totalement vrai, hein, c'est ce que les frères familles. Attention, Elie. Mais objectivement, on ne le fait pas. On le fait pas. J'ai écouté ce que tu as dit, tu as raison, il a raison. Oui, nous ne le faisons pas, mais c'est la perception que les nations ont quelque part de ce qui est censé être le peuple juif et de ce qu'il est censé véhiculer, et le pas de rupture entre ce qu'il est censé véhiculer et ce qu'il vit parfois, qui pose problème. Nous ne le faisons pas, mais c'est la lecture qu'ils ont de ce qu'on devrait être. Oui, vas-y Thierry. Encore une fois, je pense qu'on ne le fait pas dans le monde du judaïsme, mais on le fait dans les autres domaines, dans la science, dans ce qui a marqué le XXe siècle, c'est quoi qui ont marqué en sortant du judaïsme, enfin, de lequel on parle, mais Freud et Einstein, ils ont tous marqué, ils ont fait ce rôle-là de grand frère en dehors de la religion. Dans Tout à fait. domaine, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord, regarde ce que ça a entraîné, regarde les dégâts. Oui. Puisque le nazisme s'est construit sur la négation de Marx et de Freud. Donc tu vois, on a essayé de dire des vérités, ils ont dit des vérités, et ça regarde le résultat que ça a donné. Même si au bout du compte, ça a quand même beaucoup apporté. On a renoncé à dire ces vérités, on a renoncé à On va dire des hommes de Torah. Des hommes de Torah, tu comprends, il n'y a personne. Aujourd'hui, tu cherches un livre écrit par un homme de Torah qui s'adresse aux nations, il n'y en a pas. Il y a Lévinas qui a écrit quelques textes et c'est tout, ça s'est arrêté là. Oui. Non, je crois qu'il n'y a pas. Je me place pas dans le côté positif, négatif en termes de définition. Parce que je pense qu'il y a un processus qui est à la fois un processus d'adoration du peuple juif et de détestation du peuple juif, qu'on trouve de la même manière, l'équivalent. Ouais. Je t'aime moi non plus. Extrêmement puissant là-dedans, si on prend la question que vous parliez par rapport aux grands frères qui donnent des leçons, etc., on est quand même dans un processus qui est amélioratif. On est passé de peuple déicide à un peuple grand frère. Tout à fait. En l'espace de 20 siècles, il y avait le temps de 20 siècles pour en arriver là, donc quelque chose qui est un petit peu meilleur que pendant 20 siècles. Oh oui et non, parce que je te rappelle que quand même, une des raisons pour laquelle l'Église n'est pas intervenue officiellement pendant la Shoah, c'est parce que justement on payait le coût du peuple déicide. Après la Shoah, il y a eu le Vatican. Pourquoi? Parce que tout simplement l'Occident était confronté à sa propre violence, il fallait bien que vraiment il dise quelque chose. Mais regarde, aujourd'hui, les choses remontent, sans rentrer dans un parano, on a l'impression que c'est totalement réglé. C'est pas totalement réglé. Il y a autre chose qui est important, c'est que le monde n'aime pas les questions, il aime les réponses. Et nous, on Oui, adore les questions. nous on adore les questions. Qui t'a dit ça? C'est personne. Parce que j'ai jamais répondre aux questions par les questions, c'est pas ça. Vous avez compris. On passe à l'extrait suivant. Non, on va conclure. Non, je veux pas l'extrait suivant. T'en demandes? Non, on en voulait un pour le fun, mais comme vous avez pris les choses tellement au sérieux, je ne sais pas si on peut le passer. Vas-y, moi, j'ai juste envie de me faire une petite rigolade. Allez, ça va, on dédramatise. J'ai un seul fils. Je veux faire le libérer comme jamais personne n'a pu me dire. Ce que je voudrais, c'est que mon fils y vole. Je ne veux pas savoir comment. Je ne veux pas savoir combien. Je veux juste qu'il vole. Il vole. Il se dit c'est un fou. Son fils y vole. Mais il va se prendre la tête avec ça. Je veux faire enlever ça. Et sur la tête, non, d'abord, ça devrait. Bien, alors c'est très mauvais, il y a des clichés sur les juifs. Bon. C'est aussi important qu'on puisse un peu rigoler de nous-mêmes, parce que ça existe quand même, ça. Ouais, vas-y, non, mais tu ne nous rends pas avec un pratique, vas-y. Attends, on va finir sur un truc marrant. Oui, et alors? Mais il nous aime bien quand tu regardes ces films, t'inquiète pas. Ouais. Alors, comment vous voulez réagir là-dessus? Alors, il y a quelqu'un qui pourrait peut-être prendre la parole, non, par rapport à ce film? Vas-y, Daniel. Je te mets dans cette situation. Non, donc. Tiens. Vas-y, viens. Allez, tu montes par là. T'as pas l'habitude de la scène? Si, Allez, Daniel Cohen. C'est un pro total, on applaudit. On va tout
quelques mots, qu'est-ce que tu veux? D'accord. Un petit peu le making. Vas-y, donc oui, moi j'ai joué dans Coco, en fait, pour ceux qui l'ont vu. Le chauffeur, celui qui sourit. Le mec bien dans le film. Et voilà, et justement c'est marrant parce que le rôle du personnage que je joue est un personnage très simple, très fauché, qui a la même veste avec des trous au coude. Et donc pour moi c'était vachement important d'amener cette couleur dans le film par rapport à l'autre qui est en fou furieux et en dépense dans tous les sens. C'était marrant de faire celui qui dort dans un coin, qui l'attend pour le conduire ici ou là. Je peux te poser une question. Est-ce que tu es pas aussi... Il y a une scène dans La Vérité si je mens où tu es avec le comptable et il s'agit de calmer l'autre dans ses dépenses parce que c'est une catastrophe. Donc tu es le rabat-joie des histoires choues, toi, finalement. Et moi, des fois dans la rue, par rapport à La Vérité si je mens, parce que des fois on me connaît un peu ici ou là, et dans La Vérité si je mens 3, je suis le comptable le plus honnête du monde. Et donc c'était ça qui était marrant aussi, pour moi, c'était d'amener aussi cette couleur-là. Le type, il est honnête. Donc des fois dans la rue, on me dit « Ah, le comptable le plus honnête de France ». Donc c'était marrant aussi d'amener cette couleur-là. Voilà, et sinon, alors que tu as des petites anecdotes par rapport à justement cet esprit dans le film. Il n'avait pas l'impression, Gad, d'aller trop loin, de dire des choses qui auraient pu... Gad s'est inspiré d'un vrai personnage qui était un fou furieux, qui voulait amener Spielberg pour filmer la bar mitzvah de son fils. Enfin, c'est un vrai personnage qui existe dans la vraie vie. Et je crois que le personnage de Gad dans le film est en dessous de la réalité par rapport à l'autre. Voilà, mais un ne veut pas dire tout, c'est un... Voilà, si maintenant les gens disent tous les juifs sont comme ça, ils ont un problème. C'est eux qui ont un problème. Et après, moi, de rire de ça. Et moi j'ai l'impression que ces films-là, enfin, je sais pas si ces films, ça déclenche de l'antisémitisme, c'est des gens qui sont déjà, j'allais dire, atteints. Il y a 40 ans, il y a 50 ans, ces films n'existaient pas, et c'est quand même une vieille histoire, l'antisémitisme. Donc, je sais pas jusqu'à quel point. Moi, en tout cas, pour moi, c'était important de faire une autre couleur dans un film où il n'y a que des gens qui pensent à l'argent, je sais pas. Merci beaucoup. Alors, il est 2h25. Moi, ce que je voudrais, c'est, on va conclure dans quelques minutes, mais je voudrais très rapidement, parce que, comme vous avez vu ce soir, la difficulté qu'on a eue, c'est que tout simplement, quand on parle du juif et des préjugés, à un moment, le choix des films est compliqué. On a beaucoup parlé des représentations classiques que les gens ont d'eux. Peut-être que dans la salle, il y a une ou deux questions, justement, de personnes qui sont victimes de certains préjugés pour qui le préjugé est quelque chose qui les bloque dans leur relation à leur judaïsme. Est-ce qu'on en a un ou deux qui ont envie d'intervenir par rapport à ça? Qui dit oui, mais moi, on m'a toujours dit que. Oui, toujours le même. Les juifs, c'est toujours eux. D'accord? C'est quoi ton préjugé? Non, en fait, c'est... Attends, c'est quoi ton préjugé? Ah, c'est-à-dire que tu considères qu'en effet, donc ton préjugé, c'est quoi? C'est que les valeurs de l'époque sont plus adaptées. Ah, toi, t'as pas avec la dimension des... Concrètement, sur quoi? Notamment au niveau du mariage pendant des filles de moins de 10 ans. Le seul contrôle du père sur la fille. C'est interdit ça, Platon. Interdit. Par exemple, c'est ça, que la femme ou le père peut vendre sa fille, par exemple. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est interdit. D'accord, mais non, mais il y a une Mishnah derrière qui vient réparer ça dans le deuxième période de la Torah qui bouchine, et tu regardes, c'est terminé. Et si ça s'est fait, elle part sans guette dès qu'elle a 12 ans, dès qu'elle a sa maturité, elle n'a pas besoin de guette, c'est un mariage qui n'existe pas. Autre élément, oui, vas-y. Heureusement qu'il y a la Torah orale ici. Oui. On n'entend pas. Il y avait pas mais tu répètes, Elie, peut-être tu répètes. Alors vas-y. Le micro arrive, attends, le micro arrive. Voilà, vas-y. Ça marche pas. Appuyer sur le bouton et que ça devienne vert. Il n'y a peut-être plus de batterie. En fait, je discutais avec quelqu'un avec certains rigoles, des mariages mixtes, et elle me disait que si moi je me marie qu'avec un juif, c'est une forme de racisme, et je ne vais pas trop se répondre, de même savoir
qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Le fait de dire je me marierai qu'avec un juif, c'est une forme de racisme. Pourquoi? Si quelqu'un dit je me marie qu'avec un bac plus 3, c'est pas du racisme. Vous trouvez que c'est pas justifié? Non, on répond à des questions par des questions. Donc, si. Cliché, c'est un cliché. Tu dis à la personne, mais il y a des personnes qui disent voilà, regardez les petites annonces matrimoniales. Dans les petites annonces matrimoniales, tu mets des critères. Alors, un des critères, c'est toujours que la personne partage mon histoire et que je veux que cette personne, en effet, comme elle a dit très bien le jour, il a dit dans une conférence, il a dit je veux pas un couple idéal, je veux d'abord un idéal de couple. Et un idéal de couple, c'est qu'on est tous les deux avec la même base et quelque part une aspiration commune. La personne qui n'est pas juive peut pas avoir la même aspiration dans des dimensions qui ne la concernent pas. Dans les annonces matrimoniales, on a des critères. Regarde le site mythique, ça s'appelle L'amour sans le hasard. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment rencontrer la personne où il n'y a pas de hasard, qui me correspond à 100%. Donc voilà, tu aurais pu répondre ça. Non, je sais pas, c'est ce que j'ai essayé de répondre, mais c'est pas évident. Oui, préjugé. Complètement préjugé. Ou celui-là, tu es victime. Non, parce que tous les clichés, au début on a parlé de clichés qu'il ne faut pas prendre, certains clichés n'est pas bon de prendre. Alors pourtant qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les militaires dans toutes les synagogues, vous êtes au courant, le cliché c'est que les mères juives donnent à gogo à manger à leurs enfants. Aux militaires aussi. Et aux militaires, sincèrement, les militaires ont compris c'était quoi les mères juives. Une partie seulement. Oui. Parce que quand il n'a pas fini de manger, la mère juive n'est pas dans les mange, mon fils. Oui, voilà, c'est ça. Donc on voit que les clichés ne sont pas que... Il peut y avoir aussi des clichés positifs, c'est vrai. Mais c'est pas des clichés, ça c'est la réalité, parce que la nourriture qui mange, c'est du réel. Yes. Oui. Ouais. Il m'a posé la question des enchères de mitzvot. Et quand il y a des enchères pour les mitzvot à Shabbat, il m'a dit comment ça se fait que vous les juifs vous achetez des bonnes actions. Et il m'a dit comment ça se fait par exemple que pour ouvrir un rideau, vous vous battez des fois 500-600 euros, plus pour les grandes fêtes, et je ne savais pas quoi lui répondre sur le sujet des enchères. 500-600 euros, c'est petit jeu alors. Oui, on fait quoi des enchères? Alors, si c'est un chrétien, tu lui demandes comment lui peut effacer ses fautes en bafouillant derrière un grillage. C'est la même chose, il se rachète une identité en remplaçant ses... C'est un 3 patères de l'austère, il rend ses péchés. Et nous, on rend pas les péchés, on achète des mitzvot. C'est vrai que l'idée n'est pas idiote, et même excellente. Je valide, parce que j'ai envie de continuer à travailler avec lui. Maintenant, je voulais dire très bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que je raconte une histoire. Il y avait comme ça, l'histoire, elle est vraie. Le Rav Silver, qui est arabe américain, s'est retrouvé après la Shoah dans un camp, joint sur le parasitatique. Et quand il s'est retrouvé dans un camp avec des juifs qui avaient survécu, à un moment, il voit tout un groupe et un juif qui disait moi, je ne serai jamais religieux. Jamais, jamais, jamais. Il dit pourquoi? Il dit c'est pas. Il y avait un juif. Il y avait un juif. Il avait réussi à conserver un petit silo, un petit livre de prière. Et les autres lui disaient je t'en supplie, prête-nous. Il disait même pas en rêve. Tu me donnes un morceau de ton pain, je te prête. Et vous vous rendez compte? Des dizaines de juifs tous les jours allaient lui donner un morceau de pain pour avoir le silo. Quelqu'un qui est capable d'utiliser son silo pour prendre la ration de pain de l'autre. Alors, si on devait dire, ce qui est curieux, c'est que tu regardes celui qui prenait du pain pour donner le silo. Mais pourquoi tu ne vois pas tous ceux qui étaient prêts à donner leur pain pour avoir le silo? Et je crois que c'est ça la réponse. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, regardez combien les gens sont prêts à donner pour pouvoir en effet faire quelque chose qui est le symbole d'une élévation, et pour surtout dire ça donne aux synagogues. Et c'est vrai que ça donne parfois des exagérations. C'est vrai que parfois, et d'ailleurs moi je connais une synagogue où ils disent une fois par mois on vend. Pourquoi? Parce qu'une synagogue a besoin d'argent, et en effet, les 3 autres Shabbat, on ne vend jamais. C'est pour tout le monde, parce que tout le monde a accès à tout. Mais, en effet, une fois par mois, et bien ceux qui ont les moyens, et d'ailleurs je connais une autre synagogue, dans laquelle ce sont quelques personnes qui ont de l'argent, qui achètent et qui offrent aux autres. Et ça, au fond, c'est peut-être ça qu'il faut lui faire remarquer. Regardez combien les gens payent pour pouvoir dire je l'offre à quelqu'un d'autre. C'est tout simplement ce qu'on appelle Zavit Shona, un autre regard.
Le juif qui prend le pain pour donner le sido, malheureusement, existe. Mais les juifs qui sont prêts à donner leur pain pour avoir le sido existent aussi. Et parfois, ils sont bien développés. Voilà. Merci, merci. Raphaël qui a fait tous les montages. Non. Alors, juste un petit mot. Un instant de vous le oui. Voilà, c'est ça. Je voulais juste, parce qu'on s'est focalisé sur un point, alors je vais ouvrir sur quelque chose d'autre qu'on débattra sûrement à un autre moment. C'est que là, on a débattu, on a analysé comment les non-juifs ils voient par rapport au regard et par rapport au film. Il y a un côté qui est pour moi beaucoup plus dommageable, c'est comment les juifs ils se regardent à travers ces films-là et comment ils voient le judaïsme et ce qu'ils ne connaissent pas à travers seulement des clichés, des films, etc. Il y a beaucoup de juifs qui ne connaissent pas ce que c'est le judaïsme et c'est à travers les clichés qu'ils ont une image du judaïsme, et je pense que le dommage il est beaucoup plus important là que ce qui se passe au niveau des nations. Tout l'important de venir à la relève. Alors, je rebondis sur ce que tu dis et je termine. C'est vrai qu'au fond, il y a une différence fondamentale. C'est laquelle? C'est que tout simplement, soit on utilise le cliché pour justifier ce qu'on a envie d'être, soit on a envie d'aller au-delà et de poser des questions. Vous savez, Chorma, la sagesse, c'est quoi? C'est la force du pourquoi. Être sage, c'est être capable de poser des questions. Parce que poser des questions, c'est s'exposer à des réponses. Parce que poser des questions, c'est tout simplement ne pas utiliser la difficulté comme prétexte, mais comme au contraire quelque chose qui m'ouvre. Et c'est vrai que là, on vient de faire une journée récemment, Khatan Kala, qui était réservée pour les futurs jeunes couples ou les jeunes couples déjà existants. On a parlé de sujets sur lesquels les préjugés sont énormes, l'intimité dans le judaïsme, toutes ces choses-là sur lesquelles on a une vision qui est complètement folklorique. Ce qui est important, c'est d'avoir en effet un enseignement, d'ouvrir les livres, d'apprendre et de quelque part ne pas juste écouter une voix, mais de voir ce que nos sources en disent et de se confronter véritablement, d'interroger le texte. Et je pense que c'est la meilleure manière en effet de découvrir véritablement qu'est-ce que la parole de Torah, qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'elle véhicule et au fond en quoi on a envie d'y adhérer, chacun suivant bien sûr son étude et son application. Voilà, je crois qu'on a ici une ouverture. En tout cas, vraiment, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'était génial. On vous applaudit. Et j'espère que justement ça nous donnera l'appétit pour pouvoir participer à d'autres activités et véritablement rentrer au cœur des sujets. Voilà, là, il y a tout le monde et bon retour.